Bonjour et bonsoir à tous, bienvenue dans ce podcast, le Transistor. Dans cette émission, ce sont les invités qui choisissent leur sujet. Moi, c'est John, aussi dit John Darfluid, artiste drag queer entre autres choses. Pour cet épisode, je suis avec Lilia, aussi dit Brûlant Zizi, qui va nous parler du sujet qu'elle a choisi, la double précarité des artistes drag. Je la remercie de nous accueillir chez elle pour cette émission dans laquelle on parlera notamment d'identité, de pression de performance, d'anxiété, de la professionnalisation de l'artiste, de l'invisibilisation dans le domaine du drag et de bien d'autres choses encore. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour Lilia. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bah écoute, avec plaisir. Je t'appelle Lilia aujourd'hui, mais c'est pas ton seul prénom. C'est mon nom de civil quoi, dans la vie de tous les jours. Tu nous dis un petit peu comment tu t'appelles sinon ? Sinon, mon nom de scène en tant que drag king, du coup, c'est Brûlant Zizi. Ok, Voilà. parfait. Donc t'as un alias. Exactement. T'es comme Superman. Un petit alter ego allez. qui ne survit que sur scène. Parfait. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulier qui nous touche toi et moi, pour le coup, qui est la précarité, la double précarité qui est très spécifique aux artistes drag, justement. Ouais, tout à fait. C'était intéressant parce que c'est vraiment immédiatement ce qui t'est venu en tête quand je t'ai demandé quel sujet tu voulais aborder. Donc il n'y a vraiment pas eu de doute là-dessus. Ouais, bah comme tu dis, c'est un sujet qui nous touche de par nos activités. Et puis surtout, ça fait partie de mes réflexions personnelles assez récurrentes. Donc forcément, quand on me demande de quel sujet t'as envie de parler, ça fait partie des premiers sujets qui me viennent. C'est vraiment... ça nous touche directement dans le sens où ça parle d'argent. Et dans notre société, mine de rien, l'argent. Même si des fois on n'a pas envie et qu'on a envie d'aller contre ça, on évolue dans cette société, donc on n'a pas le choix. Donc l'argent, c'est important. Et... pour vivre, on en a besoin, comme mine de rien. Donc, c'est ça devient vite une préoccupation quotidienne, quoi. Ouais, et plus qu'une préoccupation, des fois, c'est une angoisse. Et ça aussi, on en reparlera peut-être plus tard, mais ça peut nourrir pas mal les angoisses. Ouais. Ok. Avant tout, ce que je veux te demander, c'est quels sont tes pronoms et tes accords. Alors, pour les pronoms, c'est un peu... c'est il, elle, yel, peu importe. Ok. Et les accords aussi. Après, en ce moment, je suis plus femme. Enfin, moi, je me genre plus au féminin et je m'accorde de plus au féminin en ce moment. Ok. Donc, vu qu'on est dans le moment, on peut partir sur ça. Trop bien. Après, s'il y a des moments où tu changes, ça me dérange pas. Okay. Voilà. C'est super cool pour moi à entendre parce que moi aussi, je suis sur une période plutôt femme. Ah, trop drôle. Ouais. En plus, c'est marrant parce que je t'ai connue sur une période complètement il. Oui. Donc, c'est marrant. Ok. Oui. Trop drôle. Moi, j'ai pas mal évolué. Maintenant, c'est Yel. Ouais. Et effectivement, comme je suis gender fluide, ça... C'est ça. Ça fluidifie. Enfin, c'est fluide, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, ouais. Ah, trop drôle. Trop intéressant. Ça aussi, ça pourrait être un sujet. À part entière. Ouais, c'est sûr. Je vais aussi te demander quel est ton positionnement social. Alors justement, ce qu'on vient d'aborder, ça en fait partie, notre identité de genre, mais il y a plein d'autres choses qui en font partie. Il y a notamment la race sociale. Moi par exemple, je suis blanche. Il y a aussi la classe sociale. Est-ce qu'on est précaire ou est-ce qu'on est plutôt aisé, etc. Moi en l'occurrence, je suis au niveau individuel assez précaire, voire très précaire, mais j'ai une famille derrière moi dont je sais qu'elle me permettra de ne jamais être à la rue. Donc c'est une précarité qui est assez relative. Et ensuite on peut parler de neuroatypie, de choses comme ça. Par exemple moi je suis neuroatypique. Voilà, et après on peut parler de nos attirances sexuelles, la charte d'identité, est très vaste. À grande échelle, quoi. C'est ça. Alors du coup, pour reprendre du début, le positionnement social, du coup, physiquement, je veux dire, en termes de passing, je suis considérée comme blanche, mais je suis franco-algérienne, du coup j'ai la double nationalité de mon père qui est algérien, du coup, et ma mère qui est française. D'ailleurs, ça aussi, c'est un des sujets qui fait partie des choses qui me font beaucoup me questionner, parce que justement, t'as beaucoup de ce truc de, comme j'ai ce passing, il y a beaucoup tendance à effacer toute cette partie, toute cette culture qui fait quand même beaucoup partie de moi. Je rappelle juste, passing, ça veut dire la façon dont les autres nous voient. On te voit, on te considère comme une personne blanche. Comment on se présente au monde physiquement, entre guillemets, c'est aussi un terme qu'on utilise dans le genre, justement, passing femme, passing
masque, etc. Donc du coup, ouais, j'ai quand même cette double culture, mine de rien. Pour ce qui est de la précarité, du coup, c'est variable, on va dire. C'est-à-dire que si j'ai l'intermittence, qui fait partie aussi du sujet qu'on va aborder, je suis pas spécialement... Enfin, moi, je me considère pas spécialement comme précaire, parce que mine de rien, là, cette année, j'avais l'intermittence, et du coup, je vivais quand même avec un SMIC tous les mois, pour la première fois de ma vie, d'ailleurs. Donc forcément, je passais de très précaire à moins précaire. Donc un SMIC, moi, ça me paraissait beaucoup. Donc du coup, ça va. Je vais juste te dire, tu peux t'éloigner un petit peu du micro. Nickel. Mais du coup, là, je vais sûrement pas la renouveler l'intermittence, et donc je vais passer de SMIC à rien du tout. Donc c'est une précarité relative, on va dire, à ma situation. Mais c'est vrai que le statut d'intermittent, ça reste quand même un statut justement précaire de par cette variation qui peut venir, qui peut arriver un peu n'importe quand, et aussi du fait que finalement un SMIC ça reste le minimum salarial, quoi. Donc je roule pas non plus sur l'or. Voilà. Ok. Est-ce que sur le positionnement social il y a d'autres choses qui te viennent ? Non, a priori, si c'était une question de précarité ou pas, non, du coup, à part ça, non. Okay. Je vais te poser une question terrible qui est « Qui es-tu » ? Ouais. Évidemment, là, ce que je recherche, c'est ce que je te disais un petit peu en off, c'est pas qui es-tu vraiment, mais c'est la façon dont tu te perçois, c'est ça qui va m'intéresser. Ouais, alors du coup, je pense aussi rapprocher cette question de, comme tu disais tout à l'heure, de la neuroatypie, etc. Et du coup, par extension, un peu aux troubles mentaux et psychiques, etc. Et ce dont on parlait aussi en off, c'est que moi, j'ai le trouble borderline, qui est, donc c'est un peu le shortcut pour trouble de la personnalité, borderline, qui est un trouble qui touche beaucoup l'identité, justement, et de comment on se perçoit et de comment on évolue, nous, par rapport aux autres, mais aussi par rapport à nous-mêmes. C'est aussi pour ça que je pense que j'ai beaucoup de fluctuations, ne serait-ce que justement dans le genre, etc. Enfin, je pense que c'est un peu, tout est lié. De toute façon, on sait très bien que dans la communauté queer, il y a beaucoup de neuroatypies, il y a beaucoup de troubles, etc. C'est beaucoup... pareil, il y a beaucoup de réflexion autour de l'autisme et justement du fait d'être queer aussi, parce que dans l'autisme, il y a beaucoup de ce rejet des normes sociales, etc., qui fait aussi partie des questionnements queer. Donc après, ça devient un peu un gros sac de nœuds, donc bon, voilà. Mais du coup, c'est vrai que c'est une question qui est particulièrement difficile pour moi d'y répondre, par rapport à ça. Par rapport, du coup, justement aussi au questionnement queer, etc. Enfin, c'est vrai que quand je rencontre des nouvelles personnes et qu'on me dit bon, du coup, et toi, t'es qui et tout, mon premier réflexe, ça va être de dire mon prénom, mon âge et ce que je fais dans la vie. Sauf que si on cherche plus loin, on n'est pas forcément défini que par ça, forcément. Mais c'est vrai que c'est un peu mes points d'accroche sur lesquels je me réfère, parce que le reste, ça devient tellement variable et compliqué que c'est une question à laquelle j'ai trop du mal à répondre, quoi. Puis ça dépend aussi de l'état mental au moment où on pose la question. Si je vais être dans un moment un peu plus de up, je vais être en mode voilà, moi je suis quelqu'un, je fais plein de choses dans la vie, je suis hyper tu sais, ce truc un peu de je suis hyper active. J'ai aussi un TDAH au passage, donc forcément ça va avec, mais je suis passionnée, machin et tout. Mais forcément, si je suis dans un moment de down de ouf, où je vais avoir tendance à me dévaloriser, à pas avoir confiance en moi, etc., forcément, je saurais moins dire de choses, parce que même moi, je serais un peu en mode... Je suis juste une merde qui reste en boule dans son lit. Du coup, à part ça, je sais pas trop. Donc ouais, c'est vraiment une question... je saurais pas trop y répondre, en vrai, à part avec tous ces questionnements et toutes ces réflexions que j'ai un peu détalées. Et aussi c'est compliqué, je dirais, de pas se définir justement par rapport à ces troubles, ce que j'ai beaucoup de faire du coup. Mais mine de rien, comme c'est quelque chose qui fait partie intégrante de nos vies et de notre quotidien, même si c'est pas entre guillemets notre identité propre, c'est quelque chose qui vient beaucoup influencer ça, quoi. Puis ça vient expliquer des modes de comportement aussi. Oui, carrément. De fonctionnement. Ouais, de ouf. Ok. Peut-être ça aussi, si je parle trop vite, faut me le dire. T'inquiète, y'a pas de soucis. Parce que je parle très vite. Pas de problème. J'ai baissé un petit peu au niveau du son parce que ça avait tendance à partir un peu. Ouais, il y a des pics. Ok. Donc voilà.
très bien. Et du coup, est-ce que tu aurais quand même envie de nous recontextualiser ? Tu disais la première chose, normalement, que tu dis quand on te demande qui tu es, c'est ton prénom, ton âge et ta profession. Ouais. Est-ce que tu as envie de nous recontextualiser ça ou est-ce que tu as l'impression que c'est pas pertinent ? Si, ça peut. Après, mon prénom, du coup, on l'a dit tout à l'heure, donc Lilia. J'ai 24 ans. Et pareil, ça fait partie d'une réflexion qui est très présente en ce moment, mais on va dire officiellement, et de par ma formation, je suis comédienne. Mais pareil, en fait, actuellement, je suis un peu dans ce questionnement-là, de qu'est-ce que ça veut dire, en fait, d'être comédienne. Parce qu'il y a aussi ce truc où, dans le fait d'annoncer un métier, ça veut dire que c'est quelque chose dont tu vis, forcément, vu que dans le métier, il y a travail, et dans le travail, il y a je gagne ma vie avec. Sauf que c'est pas forcément le cas. Et parce qu'en plus, ça fait, mine de rien, 1 an que j'ai fini mon école de théâtre et que j'ai plus fait du drag, qui est du coup un autre art de la scène, mais qui se rejoint un petit peu du coup avec le théâtre, avec jouer un personnage, un rôle, etc. Mais du coup, moi, en ayant aussi fait plus du côté acting, genre vraiment d'apprendre des rôles, d'apprendre des textes, des pièces entières, etc., qui a un peu rien à voir. Et j'ai fait aussi beaucoup de régie, vu que c'est plus facile de trouver des plans en régie qu'en jeu. Du coup, ça fait quasiment 1 an que j'ai pas joué pour de vrai dans une vraie scène, dans une vraie pièce, etc. Et pas juste comme en drague avec juste des passages sur scène un peu plus ponctuels, où en plus c'est souvent différent à chaque fois. Du coup, je sais même plus si c'est vraiment ça mon métier ou pas. Donc ouais, pareil, c'est très fluctuant et très variable. Ok. Je sais pas si on entend le chat. Je sais pas, mais c'est pas grave, on adore les chats. Et du coup, c'est quelque chose qui te manque et que t'aimerais redévelopper ? Ouais, clairement, c'est... d'ailleurs, j'y pense parce qu'il y a mon petit papier de... C'est pas des résolutions, parce que j'aime pas les résolutions, vu qu'on a un peu cette injonction à devoir les tenir, mais plus mes vœux 2024, donc ce que je souhaiterais et ce que j'aimerais réaliser. Et il y avait justement faire plus de projets théâtre. Et là, en ce moment, j'aimerais vraiment bien monter un spectacle, du coup, qui n'a rien à voir avec le drag, qui est vraiment full théâtre. Mais pareil, il faut trouver une équipe, il faut trouver les comédiens, comédiennes, ou les personnes en technique qui vont t'accompagner, qui sont prêtes à... On va en revenir à cette idée de précarité, etc. Mais du coup, à travailler bénévolement pendant un temps, avant de faire des scènes, ou d'être rémunéré, mais de pas forcément être rémunéré comme il faut, bref. D'être un peu dans un doute de comment ça va se passer par Exactement, et de si on va réussir à se faire programmer, etc. Et puis, en fait, mine de rien, c'est vraiment très, très ressemblant au drag aussi, c'est qu'il y a beaucoup de com à faire, il y a de la diffusion, aller au contact des salles de spectacle, des programmateurs et des programmatrices de salles, etc. Donc c'est vraiment, en fait, c'est un peu le même principe que le drag, genre faut aller chercher les gens pour qu'on dise ok, viens sur ma scène, quoi. Donc ouais, ça c'est beaucoup de travail pas rémunéré, forcément. Donc ouais, c'est à la fois ça me manque et à la fois ça reste dans le thème de la précarité. Du coup c'est de l'engagement personnel et psychologique qu'il faut réussir à mettre en place, quoi. Ok, voilà. Très intéressant. Je vais parler un petit peu de notre rencontre parce que je trouve que c'est toujours intéressant quand on entend 2 personnes parler, de savoir un petit peu comment ça s'est contextualisé d'abord. Nous, on s'est rencontrés justement dans le contexte du drag. Moi, c'était pour ma première scène en dehors des ateliers. Bon, c'est un peu compliqué, mais disons que c'était ma première scène, ça va simplifier les choses. Et toi aussi... Ou alors ça faisait 6 mois que t'avais pas... Ta première scène était 6 mois avant, je crois. Attends, c'était quand déjà ? C'était au Sonic. Et alors, c'était en début d'année. Ouais, c'était en... Alors ouais, moi j'avais... Je crois que c'était pendant ma première... Enfin, c'était la première année que je faisais du drag. Et je crois qu'il y avait cette histoire, justement, de... J'avais pas performé depuis quelques temps. Mais c'était ta deuxième perf. Mais ouais, c'était ma 2e ou 3e scène. Enfin, en gros, j'avais... commencé pas longtemps avant et du coup j'avais pas fait énormément de scènes. C'est ça, et donc on était 2 petits bébés drag à se retrouver là au comptoir du bar et tout de suite on s'est mis à se parler ensemble. C'était très très chouette de voir que il y avait vraiment une fluidité dans notre façon d'échanger et très vite tu m'as dit que t'organisais une scène pas très longtemps après et que du coup avant même de m'avoir vue sur scène tu m'as proposé de faire partie de ce projet-là.
Donc moi j'ai été extrêmement touchée, surtout et moi venant en faisant pipi pipi en étant un peu dans mes souliers. Donc c'était pour moi une marque de confiance hyper audacieuse déjà, et puis très agréable pour moi à recevoir, quoi. Ouais, après moi c'est un peu comme ça que je fonctionne aussi, c'est beaucoup au feeling et à la confiance. Alors des fois peut-être à mes dépens aussi, justement à faire trop confiance, mais c'est vrai que justement ça fait partie quand ce qu'on parlait en off sur l'ambiance qu'il peut y avoir dans les backstage du drag. Moi je sais que j'aime bien donner sa chance à tout le monde en fait, et même si je sais pas trop ce que tu fais sur scène, juste de me dire que je t'offre un bout de scène et que tu peux y expérimenter ce que tu veux, je m'en fous si c'est pas parfait, je m'en fous si c'est pas un truc de ouf, t'as pas besoin de faire des grands écarts, des reveals toutes les 3 secondes et un lip sync de folie pour dire que tu fais du drag en fait. Moi c'est comme ça que je le vois. J'allais dire c'est le cœur de l'art drag pour moi, ce que tu décris, oui, c'est mais quelque du coup chose c'est vraiment... d'improviser un peu, qui peut tanguer un peu, mais qui va être fort dans ce qu'on délivre. Puis surtout que c'est un art du plaisir aussi, et justement maintenant que c'est devenu un peu mainstream et qu'il y a une espèce de pression de performance, moi il y a plein de fois où je perds complètement le plaisir de performer parce que je me dis oh là là, il faut vraiment que ça bluffe le public, et que si le public à la fin il est pas genre les yeux grands ouverts et la bouche qui tombe, c'est que c'était nul, quoi. Alors que pas du tout. Et je trouve que, je sais pas toi, mais je trouve que plus ça va et plus on a cette pression là, parce que quand on était des bébés drag, qu'on commençait tout juste... On avait plus le droit à l'erreur. C'est ça, t'as le droit de te tromper, de te planter vraiment sur une perf. Plus ça va, moins t'as ce droit-là, parce que tu commences à être un peu confirmé. C'est ça, quand on t'invite, en plus, t'as cette pression un peu de se dire « Ouh là là, je me fais inviter, donc il faut que je sois à la hauteur de ouf pour que d'autres gens me réinvitent plus tard. Et ça, moi je trouve que c'est un truc qui me stresse de ouf. Surtout quand c'est des gens un peu connus, on va dire, qui ont une petite notoriété sur Lyon en tout cas, genre des drags un peu plus connus. Moi j'ai trop ce truc de oh là là, faut que je sois à son niveau, alors qu'en fait pas forcément, parce que c'est des personnes qui font peut-être du drag depuis 5 ans de plus que toi, qui ont fait beaucoup plus de scènes que toi aussi, parce que comme il y a la renommée, il y a aussi les scènes qui vont avec et tout, donc forcément il n'y a pas le même niveau si t'as pas la même expérience, quoi. Et puis on a quand même cette chance-là d'avoir un public qui marche beaucoup plus à l'authenticité, à la vulnérabilité, qu'à la perfection. C'est donc clair. Profitons-en et soyons... parce que plus on va être dans la perfection, d'après moi, plus on va être dans une performance, au sens strict du terme, moins on sera dans de la vulnérabilité, dans de l'authenticité. Parce qu'on va être dans une forme de contrôle qui nous permet pas de lâcher prise. Ouais, c'est clair. Donc je trouve que c'est assez intéressant de trouver le juste milieu entre les deux. Alors là, en plus, vous entendez 2 personnes qui parlent, qui ont toutes les deux des troubles de l'anxiété généralisée. Donc je pense qu'on va parler pas mal santé mentale, parce que quand on a, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on a un trouble de l'anxiété généralisée et qu'on fait de la scène, on se met un peu des bâtons dans les roues. Ouais, puis après c'est comme ce que je disais aussi, on parle beaucoup de santé mentale de manière générale dans le milieu queer de toute façon. Comme je disais, c'est très lié et c'est un gros mélange. Les neuroatypies sont beaucoup plus présentes dans la communauté queer, les troubles psy, etc. aussi, quoi. Elles le sont aussi parce qu'on a une vigilance à se les faire diagnostiquer. Aussi. Il y a aussi ce truc-là de... on s'autorise on s'influence les uns les autres aussi, à se dire... en fait, peut-être potentiellement, je te reconnais dans ce trouble-là. Mais et puis on a plus de représentation, parce que justement, plus de personnes en parlent, donc on se reconnaît dans le discours de certaines personnes, et ça nous amène à nous poser des questions sur nous-mêmes, et on s'autorise à être dans ce type de démarche-là. C'est quelque chose qui est quand même assez rare encore aujourd'hui c'est clair. La société mainstream, quoi. De ouf. Ok. Est-ce que tu te considères comme une personne queer ? Alors évidemment, du coup, j'en ai parlé plein de fois déjà depuis le début du terme queer. Pourquoi ? Après, le terme queer, c'est vrai que c'est un terme qui évolue beaucoup aussi, pareil, qui est beaucoup dans la fluctuation, et moi ma définition elle a beaucoup changé aussi. Au départ j'avais l'impression que ma définition du queer c'était un peu plus le côté politique et revendication de la communauté LGBT.
Donc j'avais un peu cette différenciation-là entre les personnes qui se revendiquent LGBTQIA+, et les personnes qui se revendiquent queer, c'est-à-dire les gens qui en font une politisation, qui en font un sujet de discussion et un sujet de parole pour justement libérer la parole sur plein d'autres sujets. Il y avait aussi beaucoup le côté convergence des luttes aussi dans le côté queer, donc avec le féminisme, avec le féminisme intersectionnel, je rappelle, au cas où, parce que bon, le féminisme avec des TERF, ce n'est pas du féminisme. Et c'est d'actualité en plus. En plus. Donc oui, l'antiracisme, etc. Enfin, c'est vraiment pour moi, il y avait tout ce côté-là. Après, ça a aussi beaucoup évolué, mais aussi avec mes propres questionnements sur le genre, de justement le côté queer, qui a beaucoup aussi ces questionnements et remise en question du système binaire et du système cis, etc. Donc ouais, ça a un petit peu évolué. Maintenant, je pense que c'est un peu un mélange des deux, du coup, ma définition, de justement revendiquer cette identité-là qui n'est pas une identité cisgenre hétéro basique, on va dire, enfin vraiment qui fit la société et qui fit tous les prérequis de la société, en fait. C'est un peu les à côté, on va dire. Donc du coup, vraiment, queer, c'est toutes les personnes qui sont en dehors de tout ça, et du côté justement très communauté LGBT, etc. Donc ça, c'est un peu ma définition, on va dire, globale, même si c'est pas que j'en suis pas sûre, mais c'est que je pense qu'il y a autant de définitions que d'individus aussi. Exactement. Donc voilà, et du coup moi je me définis aussi queer parce que justement j'ai ce côté déjà de drague, de revendication, de politisation, du fait d'être non-binaire, gender fluide, d'avoir ces questionnements de genre, etc. Du fait de mon orientation sexuelle aussi, pareil, qui fluctue énormément d'ailleurs. Enfin, mes étiquettes ont été très différentes dans le temps, c'est trop drôle, genre même aujourd'hui, tu vois, je sais pas, parce que il y a plein de questionnements de qu'est-ce que quoi veut dire, enfin, en gros qu'est-ce que quel terme veut vraiment dire, parce qu'il y a aussi plein de nouveaux termes qui ont fait surface, etc. Ouais, c'est ça qui ont émergé. Du coup, même aujourd'hui, je saurais pas trop définir, mais du coup, ouais, c'est vraiment ce mélange de tout ça, en fait, qui fait que moi, je me considère comme une personne queer, ouais. Ok. Voilà. Et une dernière question avant d'aborder notre sujet. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton rapport à l'art en quelques mots ? Pas facile, comme question. Alors, surtout en quelques mots, on a remarqué que je parlais beaucoup en plus. Mon rapport à l'art en général, on va dire que... Oula, le chat qui fait n'importe quoi. Je le sentais venir. Je pensais qu'il allait monter sur le... C'est pour ça que je l'observais. Patatoun, va. Ça va, il a pas tout cassé de l'ordi. C'est en train de continuer là. Donc du coup, on va dire que je l'ai toujours un peu eu, le rapport à l'art. Déjà parce que depuis enfant, j'ai toujours fait beaucoup de disciplines artistiques. Notamment, je faisais beaucoup de danse. Parce que ma mère aussi faisait beaucoup de danse et beaucoup de théâtre. Du coup, c'est ma mère qui m'a inscrite à mes premiers cours de danse et mes premiers cours de théâtre, etc. Et puis aussi, elle mettait un point d'honneur à ce qu'on soit stimulé justement de manière artistique, que ce soit en nous emmenant à des expos, visiter des choses, etc. Ou en nous faisant faire des petites activités créatives, genre des coloriages, des machins et tout. Donc on va dire l'art en général, ça a toujours été quelque chose qui a fait partie de moi, pareil avec la musique aussi. Mais du coup, actuellement, et en grandissant, et du coup encore plus maintenant, et de par aussi mon métier, etc., c'est beaucoup plus les arts de la scène, du coup, qui me touchent, et sur lesquels je suis le plus active, on va dire. Et du coup, mon rapport aux arts de la scène, c'est un peu, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, un peu un truc de... j'adore la scène, j'adore être sur scène, et c'est vraiment... aussi quand j'ai des réflexions par rapport à cette précarité, etc., qu'on va aborder après, où je me dis quel métier je pourrais faire un peu plus classique, qui serait plus stable financièrement, mais qui du coup me permettrait de vivre de manière moins angoissée. Et je me dis mais en fait je me vois rien faire d'autre, en fait. Donc c'est vraiment un peu la passion, du coup, vraiment. Et en même temps, depuis que c'est devenu mon métier, on va dire, c'est beaucoup d'angoisse, beaucoup de performance, justement, et
et de rapport à l'argent aussi, parce que en fait tant que c'est que un hobby ou une passion, bah, c'est juste du kiff. Mais à partir du moment où tu le ranges du côté activité professionnelle, il y a la question de l'argent qui rentre en compte forcément. Et du coup il y a ce truc aussi où enfin c'est comme ce qu'on disait, c'est toute une question d'équilibre à trouver entre il faut que je me rémunère et il faut que je vive de ça, mais en même temps sans que ce soit juste un produit qui sert qu'à ça en fait, et où je pense qu'à la thune et où je suis juste en mode je fais ça parce qu'il faut que je gagne de l'argent et pas je fais ça parce que ça me plaît, et si je gagne de l'argent avec c'est encore mieux. Il y a un peu ce truc justement qui est difficile à garder et en même temps à pas se focaliser sur ça, parce que tu dois garder la partie plaisir, mais comme on disait, on est précaire. On n'est pas c'est pas comme si on était déjà installé dans le milieu avec vraiment des fonds genre moi je pense tout de suite aux acteurs et actrices qui sont un peu des noms et des têtes. Eux c'est vraiment quand tu sais les rémunérations que ces personnes peuvent demander. Et d'ailleurs c'est pareil dans le drag, hein. Quand tu vois les drags dès qu'elles ont fait Drag Race France, les cachets qu'elles demandent, c'est une dinguerie. Et en même temps c'est ouf parce que du coup tu peux demander des cachets de ouf et te rémunérer de ouf. C'est très bien, et c'est trop bien. Et en même temps tu vois moi quand ça m'est arrivé 2 fois par exemple qu'on me book en me faisant un guzo, c'est-à-dire en me payant avec le régime d'intermittence directement, et du coup c'est à la charge de l'endroit qui te book de te payer et pas juste ta billetterie. Je demande le guzo minimum, je demande le minimum salarial, parce qu'en fait je fais pas ça pour la thune en soi, je fais ça pour les cachets d'intermittence qui vont après m'assurer mon chômage. Mais du coup si sachant qu'un guzo ça coûte 200 balles à produire à la personne ou à la société qui te paye, toi tu n'en touches que 100, entre 100 et 110. Donc ça fait quand même 110 balles le gig, ce qui est ok, ce qui est plutôt pas mal. Surtout dans le drag, surtout quand t'as l'habitude d'avoir beaucoup moins. C'est clair. Et en même temps, moi c'est surtout, ça me fait un cachet d'intermittence, et en fait après c'est Pôle emploi qui me rémunère pendant 1 an si j'ai toutes mes heures. Donc voilà, c'est vraiment un équilibre à trouver, et en même temps, si on part du principe que tu factures, un peu comme une personne en auto-entreprise, si tu factures le total en fait de ce que tu as investi dans ta performance, si tu parles du coup de tenue, si tu parles de make-up, si tu parles de perruque, si tu parles de temps personnel, de temps de répète, de temps de création et de temps de plateau, 110 balles c'est rien en fait. C'est vraiment c'est 110 balles je pense que c'est mon matos rien que de make-up quoi. Sans parler des tenues et tout ça. Mais donc, et même sans parler de tout ce qu'on y investit, 110 balles pour une soirée, c'est pas... Enfin, pour nous, c'est énorme, mais dans les faits, c'est pas beaucoup. Ouais, en fait, je pense que t'as vraiment ce... Enfin, notre premier réflexe, c'était justement de dire, surtout quand on n'a pas beaucoup d'habitude, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, où je disais que quand j'ai eu le statut d'intermittent, j'étais en mode « Waouh, trop bien, j'ai le SMIC !» Et du coup, j'étais en mode... Je passais de la moitié du SMIC à un SMIC par mois. C'est ça. Forcément que t'as l'impression que c'est énorme, mais en fait finalement après bon, je pense que c'est de pire en pire en fonction de ta situation perso. Si tu commences à avoir des enfants à charge, etc., forcément c'est un enfer. Bon, encore une fois ça va, un SMIC c'est largement assez pour moi, mais en fait quand tu prends le SMIC en compte, comme son nom l'indique, c'est vraiment le minimum de base. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il faut se rappeler quand même que le SMIC c'est censé être la rémunération en dessous de laquelle on ne fonctionne pas. C'est ça. Bien sûr il y a le RSA pour les personnes qui n'ont pas le droit au SMIC et qui ne travaillent pas, qui ne peuvent pas le faire pour des raisons variées. Vous entendez des bruits de chats curieux. Des petites patounes qui touchent le clavier. C'est ça. Et qui sent l'ordinateur maintenant, présentement. Mais du coup, nous, il faut savoir qu'en tant qu'artiste drag, on se rémunère bien en deçà d'un SMIC, vraiment largement en deçà d'un SMIC. Oui, largement. Et je parle de SMIC horaire, pour être tout à fait clair dans ce que je dis. Le SMIC horaire, c'est environ 10 € par heure. Nous on est très 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 loin de ça. Si on compte même uniquement le show, sachant qu'en plus du show il y a toute la préparation, il y a toute effectivement tout le maquillage, mais il y a tout l'apprentissage personnellement qui fait du texte.
Il y a toute l'écriture du texte, tout l'apprentissage du texte, toute la mise en scène du texte, et éventuellement tous les montages audio qu'on fait autour de ça. Donc on se rémunère vraiment mal. Même quand on décide de notre rémunération, plus ou moins, c'est-à-dire quand on monte nos propres scènes, je vais faire un petit... Ouais, voilà. Même quand on monte nos propres scènes, on se rémunère extrêmement mal parce que du coup on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi quand on est drague, on est particulièrement doublement précaire? C'est ce qu'on se disait toujours en off tout à l'heure, parce qu'on a beaucoup discuté aussi de ce sujet assez naturellement finalement, parce que comme on disait, c'est un sujet qui touche nous personnellement directement, mais aussi du coup toutes les personnes qui font du drag ou qui en tout cas ont pour projet de vivre du drag. Parce qu'il y a aussi, moi je trouve ça ouf aussi, il y a plein de personnes qui font du drag vraiment comme un loisir, parce qu'on disait tout à l'heure le côté passion et le côté métier, on va dire, et il y a plein de drags qui ont un métier un peu classique dans la vie et qui font du drag le soir, et du coup ces personnes ont tendance à être moins précaires du coup, puisqu'elles ont leur travail basique. Mais quand on est en full-time drag, on a ce truc vraiment de, comme tu dis, on fait beaucoup de travail, on a beaucoup d'investissements, etc., qui est souvent pas rémunéré. Tout le travail d'organisation en amont, etc. En fait, souvent, la seule rémunération qu'on arrive à s'octroyer, qui est la plupart du temps pas suffisante non plus, mais qui est la ressource principale, c'est celle du show en tant que tel. Et en fait, il y a aussi ce côté justement où, comme ce qui est notre première rémunération, c'est le show en tant que tel, ça veut dire qu'il dépend du public, puisqu'on performe devant un public, et on a cette difficulté avec laquelle conjuguer un peu notre travail, justement, c'est qu'on s'adresse à une population queer, qui est du coup une population précaire aussi. Une population aussi précarisée par justement la société et tout ce dont on parlait tout à l'heure, par rapport au fait que, comme je disais, être queer, c'est beaucoup être à côté de la société et à côté de tout ce fonctionnement-là. Il y a aussi ce truc il y a beaucoup de personnes queer qui travaillent dans l'artistique. Aussi, c'est un milieu très artistique, et on sait du coup artistique au sens large, comme je disais tout à l'heure, pas forcément les arts de la scène, mais toutes les personnes qui sont en graphisme, en photographie, etc. C'est beaucoup de milieux aussi où c'est très compliqué d'avoir des rémunérations correctes. Du coup, on a aussi beaucoup cet alignement avec le public, où on sait que les gens n'ont pas autant d'argent à sortir pour juste un show, et du coup on a ce truc de moi c'est un mot que j'utilise souvent parce que c'est un mot un peu je trouve qui frappe et qui résonne, mais de se brader. En fait, on se brade constamment, c'est-à-dire qu'on se sous-évalue pour correspondre au portefeuille en fait du public auquel on s'adresse. Sauf que du coup on se précarise encore plus du fait que déjà on est précaire, et déjà on est précarisé du fait d'être queer. Aussi, on est précarisé du fait d'être dans un milieu artistique. On est précarisé du fait d'être dans un milieu artistique qui est le drag, et qui est une niche, on va dire, et sous-représenté. Et on se précarise parce qu'on se brade pour que le public puisse venir nous voir, parce que si le public vient pas nous voir, on se rémunère pas du tout. Donc en fait, on préfère se sous-rémunérer, quitte à du coup mettre des prix dérisoires et qu'il y ait plus de monde qui puisse venir, mais si on fait pas ça, on ne perf pas puisqu'on n'a pas de public. C'est vraiment un peu un cercle vicieux qui est difficile à briser et à composer avec, en fait. Ouais, et il y a une autre précarité qui se rajoute, dont on a aussi parlé en off, c'est le fait qu'on soit drag, mais drag king et queer, et pas drag queen. Drag queen, ce sont des personnes qui performent le genre féminin. Drag king, ce sont des personnes qui performent le genre masculin. Drag queer, ce sont des personnes qui se situent un peu entre les deux et qui floutent un petit peu tout ça. Donc qui sortent de la binarité dans leur performance. Et on peut le dire, effectivement, quand on est ce type de drag, on est encore plus invisibilisé, on est encore plus sur un fonctionnement de niche. Notamment, on peut le dire de façon très, très claire, on voit des drag queens dans Drag Race, on ne voit pas de drag king qui performent dans Drag Race. Donc ça montre bien effectivement à quel point il y a une différenciation importante, et on le dit aussi souvent, dans le drag king et dans le drag queer, on dénonce énormément, on est très politique tout est politique,
tout le drag est politique. Le fait de performer le genre féminin, notamment pour une personne vue comme un homme, identifié comme un homme par la société, c'est extrêmement politique et c'est même potentiellement dangereux pour les personnes concernées. Il y a vraiment beaucoup de violence potentielle autour de ça. Donc ça, il faut vraiment pas le dénigrer. Mais c'est vrai que sur scène, les tendances, sans vouloir généraliser, il y a évidemment entre guillemets, des exceptions, mais même des fonctionnements différents face à ça. Mais il y a beaucoup de drag queens qui sont plutôt dans le divertissement et l'esthétisme, même s'il peut y avoir un message politique associé à tout ça, alors que chez les drag queer, les drag kings, le premier message va être politique. Il va être très peu esthétique, il va être très peu l'ordre du divertissement, même s'il y en a évidemment, on est là pour ça, mais il va être premièrement et vraiment de façon assez frontale politique. Ce qui fait que on est encore moins booké, parce que l'objectif d'être politique, c'est de déranger. Et on dérange, donc en dérangeant, on n'est pas forcément aussi attractif. On est moins les bienvenus, quoi. Voilà, que des personnes qui sont de prime abord plutôt dans le festif, l'esthétisme, etc. Même si, encore une fois, ça n'enlève pas leur portée politique. Oui, et puis surtout, ça... moi je sais qu'on m'a beaucoup reproché ça aussi quand j'ai pu parler de ces sujets-là sur scène. Enfin, il y a des gens qui étaient là en mode oui, mais il faut pas invisibiliser, il faut pas remettre en question les vécus des hommes cis hétéros gays qui font du drag queen, qui justement subissent aussi beaucoup de... Tout à fait. Beaucoup de... Ah, le chat beaucoup de discrimination, etc. Et évidemment, en fait, le but, c'est pas du tout de discriminer encore plus ces personnes-là ou de les mettre... dans un rang un peu de oui bon enfin on n'en parle pas trop et au contraire les discriminations quelles qu'elles soient il faut en parler, mais c'est plus plutôt que de mettre sous le tapis un certain type de discrimination, c'est plutôt de mettre en lumière une qui n'est pas assez mise en lumière justement, qui est donc ce fait d'être en grosse partie des personnes sexisées. Donc en fait c'est pas une histoire de hiérarchie ou de concours, mais c'est surtout que c'est une accumulation en fait de discrimination qui fait qu'on est des personnes sexisées, donc on est de base discriminé par rapport à notre genre ou par rapport à notre présentation de genre et comment justement les gens nous perçoivent. On est précarisé et discriminé et invisibilisé par le fait qu'on fait du drag king, qui est un art sous-représenté et invisibilisé et beaucoup moins mainstream. Et du coup, on a ce truc on accumule un peu ces bâtons dans les roues en fait, qui du coup font grossir cette précarité et cette invisibilisation. Enfin, ça on l'observe très facilement et très rapidement, comme on disait sur Drag Race France. Drag Race France c'est hyper mainstream et il y a tout le monde qui regarde, il y a toutes les communautés qui regardent, il n'y a pas que les queers ou que les LGBTQIA+. Il y a, on l'a beaucoup vu sur les dernières saisons, parce que la première saison c'était un peu à tâtons, mais ça a aussi ouvert le monde du drag, du coup queen forcément, au monde autre on va dire, parce qu'il y a eu beaucoup ce truc de les petites familles hétéros qui regardent ça avec leurs gosses aussi, en fait. Donc forcément, on en parlait aussi en off, dans des bars où on va dire soirée drag queen, il y a tout le monde qui va venir en fait, parce qu'il y a les gens qui savent ce que c'est, il y a cet imaginaire collectif qui s'est créé de on sait ce que c'est une drag queen. Du coup il y a les familles qui vont amener leurs enfants, il y a les mecs hétéros qui vont se dire oh c'est marrant, on va aller voir, excusez-moi du terme mais ça veut pas dire que je suis d'accord avec ça, mais on va voir des hommes déguisés en femmes. Mais il y a aussi ce truc de ce qu'on disait tout à l'heure de fantasme aussi, qui peut être présent. Et il y a la communauté queer qui est là de toute façon. Alors que les drag kings, comme on disait tout à l'heure, toujours en off, il faut des fois, voire même souvent, expliquer ce que c'est. Ne serait-ce que, je fais du drag king, ah c'est quoi Du coup, moi souvent, je fais, tu vois les drag queens ? La personne dit oui, évidemment, parce que quasiment tout le monde voit ce que c'est une drag queen maintenant. Et du coup, tu dis, écoute, les drag queens, c'est souvent des personnes perçues comme hommes qui performent le genre masculin, féminin, et les drag kings, c'est l'inverse, voilà. Alors, c'est tellement plus que ça, évidemment, et en plus de ça, on fait des généralités et on exclut les personnes trans, les personnes non-binaires, etc. Enfin, évidemment, ça va bien plus loin que ça, hein, le drag.
Et il y a des personnes transmasques qui font du drag queen, des personnes transmasques qui font du drag king, etc. Enfin, ça reste une performance du genre, donc après t'en fais ce que tu veux. Mais dans l'imaginaire collectif, justement, qui est un peu le chat qui fait tomber des trucs. Minou t'es trop chiant. Mais du coup, ouais, dans l'univers collectif et dans l'imaginaire collectif du drag, que vraiment le grand public se fait, c'est vraiment ça, quoi. Donc forcément, quand t'arrives en mode oui, je me dessine des grosses barbes à coups de contours hyper en bloc, avec des sourcils broussailleux, et je mets des vêtements un peu des grosses chemises et tout, bah les gens sont là. Bah non, c'est pas esthétique, c'est nul, donc on va pas venir voir. Alors que, encore une fois, ça va bien plus loin que ça, le drag. Et surtout quand il y a ce côté politique, qui du coup plaît beaucoup à la communauté queer politique, mais du coup ça restreint beaucoup le public, forcément. Oui, nous on va plutôt toucher un public aujourd'hui qui va être queer engagé, féministe, antiraciste. C'est ça, qui se désintéresse un petit peu de l'art drag queen pour aller plutôt sur des sphères drag king, drag queer. Mais ça fait pas beaucoup. Mais en fait, on se crée une nouvelle niche, mais qui est encore plus niche, du coup. Ouais, c'est ça. Parce que, oui, c'est cool, on a notre public, mais notre public, c'est pas le public majoritaire. C'est ça. Parce que, pareil, encore une fois, on en parlait toujours en off, mais c'est bien de le soulever ici, parce que c'est dans le thème, mais moi, je parlais du fait que dans la communauté queer, on est quand même aussi majoritairement invisibilisé par les hommes cis hétéros, cis gays, pardon. Donc même s'ils sont gays, ça reste des hommes cis, et du coup ça reste une majorité, en fait. On reste dans, encore une fois, cette accumulation de minorités, en fait, où bah, du coup forcément le public queer, engagé, féministe, etc., ça va pas être le public le plus rempli ou le plus énorme. Et ça, on le voit aussi beaucoup, justement, rien que si on va voir des drag shows uniquement composés de drag queens, il suffit de regarder, de faire un tour d'œil dans le public. Il n'y a pas énormément de personnes racisées, il n'y a pas énormément de personnes sexisées, etc. Enfin, c'est un public qui est quand même très masculin. Encore une fois, les questionnements de genre, etc., on les oublie pas, mais il y a quand même beaucoup de ça, quoi. J'en profite pour dire que dans tout le drag, y compris le drag queer et le drag king, on a très peu de personnes racisées. Oui, aussi. Et ça, c'est un vrai problème de représentation. Donc aussi, alors il y en a, hein, il existe des personnes racisées, mais elles sont très sous-représentées. Donc ça, c'est aussi un petit coucou pour toutes les personnes racisées qui ont un intérêt de près ou de loin pour le drag, quel qu'il soit. On vous accueille, en tout cas je pense que je parle pour nous deux, carrément. à bras ouverts, parce que c'est un vrai manque de représentation dans notre milieu. Et c'est aussi le cas si on parle de personnes qui ne seraient pas valides, qui auraient des handicaps, qui seraient aussi, ouais. Voilà. C'est aussi quelque chose qui est assez sous-représenté. Alors les neurois ne sont pas sous-représentés, mais sur d'autres... ne serait-ce que les handicaps je ne sais plus parler, les handicaps moteurs, tout ce qui est handicap physique. Comme c'est un art de performance, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'autorisent pas à se dire je vais quand même aller sur scène. Et puis la question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que nous on les y autorise aussi, est-ce que aussi, on offre et puis il y a des questions d'accessibilité. Exactement. Tout simplement, dans certains bars ou dans certains lieux il n'y a pas l'accessibilité, tout à fait. Même pour le public, juste. Donc pour un artiste ou pour une personne qu'on inviterait, ce serait encore plus complexe à organiser. Mais on est, je pense qu'à nouveau je parle pour nous deux pour dire qu'on est tout à fait enclin à... c'est ça, oui. Puis on est dans cette dynamique-là aussi, justement, on parle d'invisibilisation depuis tout à l'heure, on est hyper aware de tout ça, et on est très dans la dynamique de, justement, d'aller contre ça. Donc c'est pas de l'invisibilisation que de ce que nous on connaît aussi, c'est, encore une fois, convergence des luttes et ouverture, en fait, à toutes les personnes qui pourraient être mises à part. Et de, justement, si on a une plateforme ou un moyen de faire mettre ces personnes en lumière, et de le faire au mieux qu'on peut, quoi. C'est ça.
Mais il faut pas hésiter à nous dire aussi quand on déconne sur ces sujets, parce que c'est toujours pareil, quand on n'est pas concerné par des sujets, clairement. On n'est vraiment jamais à l'abri de mal les accueillir, les représenter, etc. etc. Ok, alors il y a un terme qu'on a utilisé tout à l'heure, alors ça fait bien longtemps maintenant, mais que j'aimerais bien qu'on définisse, c'est le terme de personne sexisée. Oui. Parce que tout le monde n'est pas au courant de ce que ça veut dire. Tu me dis si cette définition correspond à la tienne. Une personne sexisée, selon ma connaissance, c'est un peu toute personne qui n'est pas un mec cis. Donc un mec cisgenre, c'est un homme une personne qui a été identifiée homme à la naissance et qui se sent correspondre à ce genre-là. Ça, c'est les personnes cisgenres. Les personnes transgenres, c'est l'inverse. C'est les personnes qui ont été identifiées hommes ou femmes à la naissance, mais qui ne se retrouvent pas dans ce genre qui a été identifié. Les personnes sexisées, ça va regrouper les femmes cisgenres, transgenres, les personnes non-binaires et les hommes transgenres. Tu me dis si c'est oui, moi pour moi voilà. Ça me paraît ok comme... Simplement pour repréciser pourquoi on parle d'une précarité, effectivement c'est parce que toutes ces personnes-là sont précaires et sont invisibilisées d'une certaine manière. À des niveaux qui peuvent être variables, dans des contextes qui peuvent être variables aussi, mais qui le sont d'une certaine manière. Ok. Je voulais aussi recontextualiser une autre chose, parce qu'on ne l'a pas forcément dit de façon très claire. On est donc deux personnes qui sommes des artistes drag, respectivement drag king pour toi et drag queer pour moi. Mais du coup on a aussi cette double vocation, celle de vivre de ça. Moi de mon côté j'ai l'équivalent d'un RSA à côté, pour être tout à fait en transparence, puisqu'on parle beaucoup de précarité, savoir de quoi on parle exactement. On a aussi comme vocation de faire des scènes, c'est-à-dire de créer nos propres scènes. On n'est pas simplement des drags qui performent dans les scènes des autres, on a aussi ce rôle-là qu'on a choisi de ce qu'on appelle hoster, donc d'accueillir des personnes dans nos propres scènes. Moi j'ai une scène qui s'appelle Les Transgressives. Toi de ton côté? Alors moi j'ai plusieurs trucs différents, mais mon truc principal c'est mon cabaret du coup. Okay. Après j'ai déjà fait d'autres types de scènes un peu plus en mode plus chill, style karaoké, drag show classique, blind test ou des choses comme ça, vraiment. Okay. Plus dans le divertissement, vraiment aussi du public et pas juste de la performance scénique quoi. Ok, et du coup, ça nous place dans une position encore particulière parce que c'est nous qui sommes décisionnaires des prix que l'on met aux entrées et des façons dont on va rémunérer toutes les personnes avec lesquelles on va travailler, c'est-à-dire les personnes qu'on va faire monter sur scène, quelles qu'elles soient, que ce soit des personnes drag ou des personnes queer au sens large. Et les régisseuses son, lumière, les photographes. Souvent on est aussi entouré de bénévoles pour ce qui est de la gestion des entrées et ce genre de choses. Moi de mon côté j'ai aussi d'autres cordes à mon arc on va dire, qui sont le fait de créer des ateliers où j'aide des personnes à trouver leur drag. Donc je les accompagne dans notamment le make-up, mais pas uniquement. Et le fait de rédiger généralement de façon communautaire et collective des fanzines. Donc c'est les 3 façons principales dont je me rémunère. Toi de ton côté? Moi du coup j'ai un peu le côté, comme on disait, civil dont on parlait tout à l'heure, qui fait partie de mon métier aussi, qui reste du métier du spectacle et d'artistique. Mais du coup, j'ai le drag qui me permet de faire des scènes assez régulièrement et moi, je me rémunère, c'est-à-dire que j'ai créé mon association et donc ma compagnie de théâtre qui fait que je peux me rémunérer en cachet et du coup, qui fait que je cotise pour l'intermittence. Et donc, tous les sous que je gagne en tant que drag
je les mets, enfin en tant que drag, quand c'est moi qui organise, en tout cas, je les mets sur le compte de ma compagnie pour me faire après des cachets. Quand j'organise des drag shows dans des lieux qui acceptent de faire des guzos, du coup j'essaie de passer plutôt par un guzo, comme ça ils me font un cachet directement. Après sinon à côté de ça, du coup je fais de la régie lumière sur des spectacles, je fais de la régie logistique aussi, donc c'est-à-dire que par exemple sur un festival que j'ai fait début juin, en gros je faisais de la régie logistique où du coup je gérais en fait l'espace qui accueillait les professionnels du festival, donc littéralement je vidais les poubelles, je faisais le café et je gérais les flux de foule quoi. Donc vraiment pas non plus on est vraiment à l'opposé de la scène mais ça paye en cachet et en intermittence, donc je prends. Et à côté de ça, j'ai oublié d'en parler d'ailleurs quand on parlait en off tout à l'heure, mais je fais de l'animation / guide touristique / game master dans un escape game en plein air dans le Vieux-Lyon, où du coup pareil j'ai réussi un peu à filouter on va dire par rapport à l'intermittence, parce que pareil ça c'est dans l'intermittence en fait, à moins que tu sois connu et que t'aies vraiment, ou alors que t'aies tes contacts et que tu fasses ton intermittence tous les ans facilement depuis 10 ans, il y a beaucoup de filoutage parce que du coup encore une fois on est précaire, donc en fait on est obligé d'aller contre le système pour s'arranger nous-mêmes, parce que sinon on s'arrange pas nous-mêmes, c'est pas Pôle emploi qui va c'est pas Pôle emploi qui va s'arranger pour toi. Du coup en fait je suis entre guillemets freelance en fait pour l'entreprise pour laquelle je fais de l'escape game, sauf que les game masters ne rentrent pas dans le système de l'intermittence, c'est pas considéré comme de la scène ou comme du jeu, même s'il y a quand même une partie où tu joues un rôle pour faire avancer l'histoire du jeu, etc. Du coup, en fait, il fallait juste une structure pour faire des factures, comme de l'auto-entreprise, sauf que du coup, moi, je suis pas entrepreneur, mais j'ai mon asso. Donc en fait, je facture mes heures à l'entreprise, qui, elle, du coup, a ses factures pour sa compta, et ça, elle se démerde. Et l'entreprise fait des virements, en fait, paye directement ma compagnie. Okay. C'est-à-dire que moi, je ne touche rien directement, on va dire, de mes sessions d'escape game. Par contre, c'est en fait comme si l'entreprise pour laquelle je travaille faisait des dons à ma compagnie, et qu'après ma compagnie me paye en cachet sur mes représentations, quand justement on en parlait tout à l'heure, les drag shows on se rémunère très peu. Et je parlais des guzos d'ailleurs tout à l'heure, pareil, puisque tu parlais tout à l'heure du RSA et d'être en transparence, etc. Moi j'ai aucune difficulté, j'ai aucun mal à parler de chiffres et à parler d'argent. Et comme je disais tout à l'heure, un guzo ça coûte 200 € à produire pour une entreprise ou pour un particulier. Et si on veut se faire un cachet au taux minimum par une compagnie ou une asso qui est spécialisée dans le spectacle vivant, etc., ça coûte aussi 200 €. Donc forcément normalement, quand t'es subventionné, quand t'as des sous, gna, et quand c'est ton métier, ça c'est Pôle emploi qui adore le dire, mais comme je disais, Pôle emploi évidemment ne va pas t'aider pour ça, mais t'es pas censé travailler bénévolement. T'es pas censé faire de scènes bénévolement, t'es pas censé faire de scènes non rémunérées, etc. Ou des tournages par exemple de courts-métrages étudiants pour te faire des images pour ta bande démo. T'es pas censé ne pas être rémunéré parce que c'est ton métier, et du coup t'es pas censé être bénévole sur ton métier. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça dans la vraie vie et dans la pratique, ça c'est Pôle emploi qui le dit, mais du coup forcément, normalement, techniquement, si je me payais pour de vrai, que les drag shows me payaient un cachet par drag show, du coup chaque drag show devrait me faire un cachet. C'est absolument pas le cas. En général, je dois du coup accumuler plusieurs drag shows pour pouvoir me rémunérer et pouvoir me faire un cachet avec ma compagnie. Donc du coup c'est vraiment ça revient à cette précarité où en gros il me faut 4 à 5 drag shows pour me faire un seul cachet. Donc ça fait beaucoup, surtout que l'intermittence on n'a que 1 an pour la faire si on veut pas perdre de cachet ou quoi. Donc en gros le fonctionnement c'est qu'au moment où tu fais ta demande d'indemnisation, parce qu'en fait c'est un système du chômage, c'est vrai que j'ai pas défini ce que c'était l'intermittence, contrairement à l'abus de langage de dire le statut intermittent, ce n'est pas un statut, ce n'est pas un métier, c'est un régime du chômage. En fait c'est un régime de Pôle emploi. Il y a le chômage dans le régime général, qui est le régime un peu classique, tous les métiers hors artistique et hors scène, etc. Et il y a le régime de l'intermittence, qui est du coup pour tous les artistes, tout ce qui est artiste et tout ce qui est technique.
Alors on part un peu dans le juridique, mais c'est les annexes 6 et 8 de Pôle emploi. Et en fait, il y a l'annexe pour les techniciens et techniciennes et l'annexe pour les artistes. Et du coup, on a un nombre d'heures en fait qu'on doit faire sur 12 mois. Et donc, comme je disais tout à l'heure, quand on fait sa demande d'intermittence, ils prennent les 12 derniers mois et ils regardent si sur les 12 derniers mois, entre ta date de demande et la même date mais un an auparavant, si tu as fait tes heures. Donc du coup, forcément, comme je disais, les drag shows, ça, entre guillemets, presque ça me met plus dans la merde qu'autre chose parce que du coup, c'est beaucoup plus de travail, d'organisation, de préparation de scènes, etc. pour qu'au final, je dois en faire 5 pour avoir un cachet. Donc c'est-à-dire que ça va me prendre plusieurs mois pour faire un cachet. Donc le temps c'est de l'argent, mine de rien, surtout dans cette situation-là, parce que c'est une course contre le temps par rapport à l'intermittence. Et du coup ça aussi ça met dans un système un peu de stress et d'angoisse. Et du coup c'est pour ça que le côté un peu comme je disais escape game où on fait des dons à ma compagnie et tout, comme là c'est rémunéré de manière pas précaire, genre en gros en plus je suis payée un peu plus que le SMIC horaire, je suis payée 16 € de l'heure, non 18 € de l'heure je crois, bon, en gros je suis payée 36 € pour 2 heures de session, donc c'est un peu plus que le SMIC horaire, donc du coup forcément ça me fait plus de revenus que le drag, même si ça reste aléatoire et on va dire précaire, mais pas précaire en termes d'argent, en termes de rémunération salaire net, mais en termes de fiabilité, puis surtout de récurrence. Ouais. C'est-à-dire que je dépends complètement des réservations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de session, il n'y a pas de travail. Donc, et en plus, il y a ma collègue qui est, elle, en CDI, en 35 heures, qui est du coup prioritaire sur les sessions. Moi, je suis un peu en backup pour la seconder quand il y a genre 4 sessions en même temps et qu'elle ne peut pas toutes les faire. Mais du coup, ce qui fait qu'il y a des mois où je vais faire 15 sessions et des mois où je vais en faire 3. Donc ça reste hyper aléatoire. Ouais. C'est vraiment le mot, je trouve, instabilité et aléatoire. Ouais. C'est les mots, je trouve, qui résument le mieux un peu la situation de précarité du coup, dans laquelle je me trouve et qui résume un peu l'intermittence. Du coup, c'est un peu ça mes sources de revenus. Et encore, comme je disais tout à l'heure, je fais pas tant ça pour l'argent que je gagne en soi quand je gagne des sous, mais je fais plus ça dans l'optique de récolter des heures pour avoir l'intermittence, pour être tranquille pendant 1 an. Ouais. Parce que du coup, l'intermittence, j'ai pas fini d'expliquer ce que c'était, mais du coup, après, quand tu fais ta demande et que tu as fait tes heures, c'est comme le chômage en fait. Le chômage, tu as travaillé un certain nombre de temps, ça va débloquer un certain nombre d'années de droit au chômage. L'intermittence, c'est pareil, sauf que c'est chaque année. Chaque année, il faut refaire la même chose. Sur les 12 années. C'est rebelote où, en gros, tu travailles 12 mois et t'es tranquille, entre guillemets, t'as 12 mois de chômage. Sauf que sur ces 12 mois de tranquillité financière, entre guillemets, il faut refaire la même chose que l'année d'avant pour avoir la tranquillité financière l'année d'après, pour pouvoir, en fait, ce qui est bien avec l'intermittence, avec ce système-là, c'est que comme quand tu l'as, t'as une stabilité financière, du coup tous les mois t'as ton salaire qui tombe, donc t'es sûr d'avoir un revenu, ce qui permet de ne pas être obligé de faire un travail alimentaire en plus, et du coup de ne pas devoir trop cumuler les activités, parce que c'est très difficile aussi physiquement, surtout on parlait de santé mentale, etc., et dans la communauté queer aussi on est beaucoup enclin justement à avoir des troubles psy, etc., et du coup moi je fais de la fatigue chronique aussi, non seulement à cause de mes troubles, mais aussi parce que j'ai des troubles du sommeil, tout simplement. Donc, c'est vrai que... tu vois, je pourrais absolument pas travailler à mon escape game, plus avoir un 15 heures dans un bar ou en caisse ou dans un magasin en mode travail alimentaire, plus faire toutes mes recherches de cachets à côté, plus faire mes scènes drag. Ça me paraît impossible de cumuler autant. Et du coup, ça permet cette sécurité financière qu'est l'intermittence, encore une fois, quand tu arrives à l'obtenir, de pas avoir à accumuler trop d'activités différentes. Et j'ai pas mis mon téléphone en silencieux. Petite pause. C'est un 0,5 en plus, je ne sais pas ce que c'est. Je vais mettre en silencieux tout de suite. Hop. Donc oui, ça permet en fait d'être un peu plus tranquille pour trouver les cachets pour l'année d'après.
Donc c'est pour ça que c'est un peu le saint graal, on va dire, des artistes, l'intermittence, parce que du coup tu sais qu'une fois que tu l'as, pendant l'année qui suit, tu vas pouvoir te concentrer uniquement sur la recherche de cachet et pas sur la recherche de cachet et la sécurité financière et le fait d'avoir une activité qui te permet de vivre, quoi. Donc voilà. Encore une fois, c'est un peu des cercles vicieux et c'est encore des systèmes qui procurent beaucoup d'angoisse, dont on parlait tout à l'heure justement. L'angoisse financière, moi, c'est un truc qui est très présent. Un peu moins maintenant parce que justement j'avais l'intermittence cette année, mais qui reste présent justement dans cette angoisse de il faut que je renouvelle mon intermittence pour continuer à avoir cette stabilité là. Donc ouais, c'est des trucs un peu c'est des micmacs où le serpent se mord un peu la queue, parce qu'en gros tu as des problématiques qui se suivent et qui s'auto-alimentent et qui se complètent et qui sont vraiment un espèce de sac de nœuds où il y a tout qui se met ensemble, quoi. Sachant que, donc on l'a dit, quand on crée une scène, il y a tout le travail, je l'ai dit tout à l'heure, artistique, en dehors de la scène et sur scène, mais il y a aussi effectivement, et tu l'as un petit peu souligné, toute la partie organisationnelle, communication, diffusion, trouver des salles, gérer aussi les artistes avec lesquels on travaille, donc voir avec eux les questionnements qu'on peut avoir pour organiser une scène qui soit fluide, qui soit cohérente. Répondre à leurs besoins aussi. Et moi je sais que c'est quelque chose d'extrêmement important. Ouais, c'est ce que j'allais dire, surtout quand on veut faire des scènes, comme on disait, très inclusives, bienveillantes, etc. Ça demande aussi beaucoup de mise en place de plein de choses pour que tout le monde se sente au mieux. Encore plus quand on s'entoure de personnes plutôt novices. C'est aussi hyper important de leur offrir un cadre sécurisant pour qu'ils puissent se sentir le mieux possible. Les questions qu'on a après tout ça, c'est que faire ? Comment se sortir de cette situation de précarité ? Sur quelles choses on peut activer des leviers ? Le premier levier, bien sûr, sur lequel on peut travailler, ça va être le levier du tarif d'entrée. Comment on se positionne ? C'est extrêmement compliqué d'avoir l'impression, alors je sais pas toi, l'impression que ça te donne, mais l'impression de cambrioler les gens quand on commence à mettre des tarifs un peu hauts, alors que les tarifs hauts que l'on met sont encore des tarifs plus bas que des spectacles classiques. Il faut quand même bien... En fait, ils paraissent hauts parce que, justement, comme on disait tout à l'heure, on s'adresse à une population précaire. Mais déjà, si on prend en considération, comme on disait, l'investissement déjà monétaire que nous on met, plus le fait que, c'est vrai, moi je vais souvent au théâtre, je vais souvent au cinéma, etc. Parce que ça fait aussi partie de mon métier de m'informer sur ce qui se passe, mais aussi parce que j'aime bien ça. Et c'est vrai que, moi, chaque année, j'ai un budget culture. C'est-à-dire que en septembre, je me prends un budget et je prends tous mes spectacles de l'année. Je fais la petite programmation perso de tous les spectacles que je vais voir. Et aller au théâtre, ça coûte super cher, franchement. Quand t'as des réductions, tu peux t'en sortir, mais souvent c'est 13-15 €, même avec les réductions demandeurs d'emploi, RSA, étudiants, et encore, ça c'est dans des théâtres pas forcément trop gros. Avec des petites compagnies. Voilà, c'est ça. Sur des petits là, shows. On parle pas d'aller à l'opéra ou quoi. Moi je suis déjà allée 2-3 fois à l'opéra juste pour l'expérience, mais ça coûte une fortune. Puis en plus, il y a tout ce truc hyper classiste de moins tu payes, moins t'es bien placé. Moi, les fois où je suis allée à l'opéra, j'avais pris les places les moins chères forcément, et du coup des fois tu vois quasiment pas la scène en fait. Presque t'es content que ce soit plus auditif que visuel, parce que tu vois pas bien, quoi. Donc il y a aussi ce truc qui est très classiste dans le théâtre plus classique ou quoi, ou dans le cinéma aussi, et du coup c'est pour ça que moi il y a aussi cette volonté d'anti-système, justement, de vouloir aller contre ça et de pouvoir être le plus inclusif possible. Mais comme tu dis, après, ça reste des tarifs pas si hauts que ça, finalement. C'est ça. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est que est-ce qu'un drag show a la légitimité de se caler sur des tarifs qui soient des tarifs de spectacle classique, de théâtre,
voilà, vraiment plus classique que ça. Et moi, je vois pas ce qui pourrait justifier le fait de dire non à partir du moment où, encore une fois, on a un travail qui est assez faramineux. On a des personnes à payer et on peut pas forcément les payer comme on le souhaite. Moi, j'ai beaucoup travaillé à perte parce que j'ai décidé que les personnes que je payais, je les payais à une hauteur de 50€, parce que je trouve qu'en dessous de ça, c'est pas bon. Bah ouais, surtout que ça fait... Enfin, moi, ça me fait vraiment chier de me faire déplacer quelqu'un, de faire venir quelqu'un, donner du temps de sa personne, en sachant aussi, du coup, tout l'investissement sur les perruques, les machins, les trucs qu'il y a, et de pas rémunérer comme il faut, quoi. C'est ça. Donc, la plupart des personnes qui font des shows drag vont diviser la recette par le nombre de drags, éventuellement en se rémunérant un petit peu plus, soit parce qu'il y a eu toute la partie justement organisationnelle. Moi, c'est vrai que j'ai du mal à donner un cachet qui soit en dessous des 50€, ce qui est très bas quand on a entendu parler justement des cachets de Guzo, qui étaient, du coup, tu disais, à hauteur le de minimum, 100... c'est une centaine, c'est entre 100 et 110€. Donc voilà. quasiment, enfin le double, quoi. Et sachant que c'est même 200€ qui sortent de la poche de la personne. Et voilà, et ça coûte 200€ à... Mais après, ça coûte 200€. En fait, c'est ni plus ni moins que le tarif brut et le tarif net. C'est-à-dire que dans les 200€, les 100€ que l'artiste touche pas, c'est des cotisations pour les congés spectacles, qui sont une manière, en fait... Enfin, genre là, par exemple, moi, j'ai fait 1 an d'intermittence, et j'ai fait ma demande de congé spectacle soi-disant, j'étais en mode, bon, bah là, je vais pas travailler, donc je fais ma demande, et j'ai genre 400 et quelques euros qui sont tombés de cotisation, que je savais même pas que j'avais cotisé. Enfin, je le savais dans le sens, j'en avais conscience, parce que c'est dans mes fiches de paye et tout, mais j'avais pas calculé combien ça faisait. Et en fait, ça fait quand même quasiment 500€ qui tombent entre guillemets du ciel, même si t'as cotisé pour. Il y a les cotisations pour la retraite aussi, parce que mine de rien, justement, les intermittentes du spectacle ont une retraite encore plus précaire que les retraites qui peuvent déjà être précaires, parce que bah, justement, c'est pas un régime général, tes parents CDI quelque part, etc. Donc tu cotises aussi pour les retraites, etc. Donc c'est vraiment c'est l'employeur qui paye toutes les cotisations et il y a ton salaire qui en sort. Donc du coup, ça fait quand même 200€ à sortir si tu veux payer quelqu'un au Guzo, quoi. Donc voilà, faut avoir en tête effectivement l'écart entre une personne qui est payée au Guzo, ce qui devrait être le cas pour, entre guillemets, toute personne qui veut faire de la scène son métier, que ce soit drag ou hors drag, et les personnes qui se rémunèrent elles-mêmes de façon plus précarisée. Voilà, 50€, c'est vraiment extrêmement peu pour une soirée, pour du travail qui a été effectué, etc. Sachant que moi, je fais le choix de rémunérer les personnes avec lesquelles je travaille en partie technicien. Donc technicien, technicienne son et lumière. Et puis photographe, parce que c'est des métiers, on l'a dit tout à l'heure, qui sont extrêmement précaires aussi, qui sont très peu rémunérés aussi. Sauf que quand on veut rémunérer une technicien, technicienne son, voire deux, son et lumière, plus un photographe, plus les personnes avec lesquelles on est sur scène, moi, de mon côté, la plupart du temps, je ne me payais pas, et voire je versais de l'argent pour pouvoir faire des scènes. Donc, c'est vrai que faire des scènes à perte, c'est quand même assez aberrant, quoi, d'en arriver là. Et surtout quand, comme on disait tout à l'heure, t'es déjà dans une situation de précarité. Parce qu'à la limite, t'aurais un taf classique et t'aurais ton salaire tous les mois qui tombe, qui te permet de vivre décemment. Et du coup, d'investir de l'argent sans forcément avoir de... Attention, là on part sur de l'économie, mais de retour sur investissement. Mine de rien, ça met encore plus dans la merde. Moi, c'est aussi pour ça que je sais absolument pas comment me positionner là-dedans. Parce que à la fois, j'aimerais pouvoir rémunérer 50€ minimum tous mes artistes. À la fois, mes recettes dépendent intégralement de la billetterie, qui dépend du nombre de personnes qui viennent et de l'argent que les gens donnent. Parce que si on fait des prix minimum, les gens donnent plus ou pas. Et du coup, c'est super dur en fait d'avoir des estimations de combien tu vas faire. Et du coup, en fait, moi, j'ai justement pas envie que ça me finisse par me coûter de l'argent en trop, parce que j'ai pas les moyens de mettre en fait là-dedans. Et surtout qu'en plus, ne serait-ce que par exemple le catering, je le paye de ma poche aussi, même si c'est pas grand-chose.
Ça, c'est un choix que je fais parce que ça me dérange pas de mettre un peu d'argent dans du pain, du houmous et des boissons. Mais imaginons, j'ai 4 artistes à rémunérer que j'ai envie de rémunérer 50 balles par personne, ça fait quand même 200 € à sortir, sachant que des fois ma billetterie c'est même pas à ce prix-là. Oui, c'est pour ça que parfois on est à perte. Ouais. C'est complètement ça. Et effectivement, donc je rebondis un peu sur ce que tu dis. Du coup, dans le drag, le fonctionnement principal, c'est un fonctionnement de prix libre. Donc on n'est pas sur une entrée ferme à tel prix. Après, ça dépend des shows. Et c'est souvent le cas quand même. Mais en fait, maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est beaucoup des prix minimum. Ok. Avec un tarif du coup minimum que, entre guillemets, du coup, t'es obligé de sortir et t'es obligé de payer, justement pour avoir une sécurité, en fait, de savoir que tu sais que tu vas avoir au moins minimum tant par personne, et après, libre aux gens de mettre plus ou pas. Enfin, la majorité maintenant, c'est ça, j'ai l'impression. Ok, c'est vrai que moi, sur j'étais Lyon, vraiment restée sur un format prix libre qui était... Enfin, du coup, le prix libre, c'est généralement, on a 3 tarifs différents, 2 ou 3 tarifs différents, qui va être le tarif solidaire, c'est-à-dire le tarif qu'on estime être le plus bas pour que ce soit le plus accessible possible, même si les personnes peuvent donner moins que ça, puisque c'est un tarif libre. Un tarif conseillé, qu'on estime être celui pour lequel on se rémunère relativement bien. Je dis bien relativement parce que, encore une fois, généralement nos tarifs conseillés sont très bas. Et un tarif soutien qui est celui qui nous permet de vraiment bien se rémunérer, c'est-à-dire d'être ce que devrait être le tarif conseillé selon moi. Du coup, quand on fonctionne comme ça, c'est ce que tu disais, on n'a même pas cette sécurité de savoir au minimum combien on pourra avoir sur la soirée. L'avantage de faire un tarif minimum, c'est que on a cette sécurité-là et qu'on a aussi cette sécurité pour les personnes qui nous entourent. C'est-à-dire qu'on peut dire aussi aux personnes qui nous entourent, vous aurez minimum ce cachet-là, et pas de dire, quand on fonctionne pas comme je le fais, à un cachet fixe, et de pouvoir leur dire, voilà, au minimum vous aurez 20 €, 30 €, voilà. Et encore, même ça, c'est super difficile parce que ça dépend, comme je disais, du public, du nombre de public. Et moi, par exemple, ça c'est devenu un stress assez gros quand j'organise des événements, c'est de me dire, ok, c'est 7 € minimum, par exemple, pour mes cabarets, mais dans une salle de 50 places, du coup, là où je fais mon cabaret, ça m'est arrivé d'avoir 12 personnes. Ouais. Et du coup, t'es là en mode, waouh. À la fois, c'est trop mimi, parce que du coup, en termes de relations publiques, c'est trop bien. Ouais. Mais par contre, si les 12 personnes donnent que 7 €, ça fait 84 €. Je suis pas très douée en maths, mais je crois que c'est ça. Oui, je t'avoue que je vais pas calculer. Je me dis 7 x 10, ça fait 70, et après 7, 14, donc ouais, 70 plus 14, ça fait 80. Let's go. Je l'avais. Mais du coup, 84 €, sachant que par exemple à mes cabarets, on est 5 artistes, parce que j'invite 4 personnes et il y a moi. 84 divisé par 5. J'ai la flemme de le faire parce que les divisions c'est plus difficile, mais ça fait pas beaucoup. Je vous dis pas le chiffre parce que je l'ai pas, mais de sûr ça fait pas énorme par personne. Donc sans compter effectivement. Ah oui, sans compter que là où je fais mon cabaret, il y a 20% de retenue sur la billetterie qui est prise par le lieu où je fais le cabaret, par la salle. Et encore, j'ai négocié parce qu'à la base ils voulaient faire 50-50. Voilà. Pardon. C'est beaucoup, ouais, c'est énorme. J'ai eu un petit sursaut de ah ouais, mais en fait c'est ça, ils m'ont dit 50-50 et je leur ai dit mais les gars 50-50 sur des grosses billetteries de je ne sais combien d'euros, pourquoi pas, mais sur mes billetteries à moi 50-50 sur des personnes qui pas assez, enfin, c'est trop, je veux dire, ça nous laisse pas assez pour nous rémunérer quoi. C'est clair. Et encore une fois, comme tu disais, sur des personnes qui ont l'intermittence et qui sont sûres de l'avoir, ok, 50-50, très bien. Oui. Mais quand tu ne fonctionnes pas au régime de l'intermittence, c'est pas possible en fait. C'est juste pas possible parce qu'effectivement, moi je l'ai pas évoqué. De mon côté, j'ai 0 statut. Donc 0 statut et 0 chômage du coup. Je suis pas au chômage au régime de l'intermittence. Donc j'ai aussi aucune sécurité, ce que tu disais tout à l'heure, de chômage, mais aussi de retraite, de vacances, choses comme ça. Si je ne travaille pas, j'ai mon RSA, et c'est tout. Donc
Donc voilà, tout ça pour dire que c'est très complexe, qu'on n'a pas vraiment de solution. Malheureusement, pour l'instant, non. On n'a pas vraiment de solution. La seule chose qu'on peut dire, c'est vous faire la lumière sur ça, sur la façon dont on essaye de se rémunérer, la complexité que c'est de à la fois penser à vous, public, mais aussi aux artistes qui sont auprès de nous, mais aussi aux techniciens et photographes qui sont autour de nous. Voilà, c'est encore une fois... c'est encore un jonglage et un équilibre super dur à trouver. Extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Et en plus, je ne sais pas comment c'est possible de créer des scènes régulières et d'avoir un travail à côté. C'est ça. Honnêtement, je pense que on peut se dire, il faudrait questionner, et peut-être que je le ferai parce que ce serait intéressant, l'ensemble des dragues lyonnais par exemple, qui créent des scènes, et de savoir si c'est des personnes qui ont un travail salarié à côté. Mais je pense que si on compte sur ça, si on compte sur le fait que les personnes puissent avoir une rémunération autre, le nombre de scènes qui pourront vous être proposées va drastiquement baisser. Surtout si en plus tu trouves un travail où tu as des horaires qui débordent sur le soir. C'est ça. Si tu travailles par exemple, ne serait-ce que si tu fais du service dans un bar, ça veut dire que tu t'enlèves des soirées possibles de drague, sachant que les bars, les plus grosses soirées où ils ont besoin le plus de monde, c'est jeudi, vendredi, samedi, qui sont les 3 soirs de base pour les drag shows également. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de vouloir booker des artistes qui me disent non, je peux pas cette date-là parce que je taffe. Ouais. Et du coup, forcément, quand tu taffes, tu peux pas en plus... Il y a des moments qui te bloquent factuellement, mais même quand c'est pas le cas, même quand t'as des horaires entre guillemets de bureau ou du matin ou peu importe, ça te laisse quand même très peu d'espace pour faire toute l'organisation dont on a parlé, toute la préparation de performances, tout l'accompagnement des autres artistes, etc. Donc faut quand même avoir en tête à quel point la scène drague généralement est quand même dans une situation assez inextricable et performe et offre des scènes parce qu'elle souhaite le faire et parfois un peu à ses dépens. De mon côté, et je sais pas du tien, je pense qu'on peut parler un petit peu de santé mentale. Moi, c'est clair que ça a joué sur ma santé mentale de façon extrêmement forte à des moments où j'ai voulu proposer des scènes de façon très régulière, où j'ai fait 6 scènes en 5 mois. Ça ne m'a pas permis de me rémunérer à la hauteur de ce que pourrait être une rémunération non précaire, et pour autant ça m'a par contre bien permis de rentrer en dépression pour 6 mois. Donc ça a un impact non seulement sur notre quotidien financier, mais aussi sur notre quotidien de précarité mentale, en fait, tout simplement. Ouais, c'est vrai que la précarité, ça peut aussi s'utiliser pour autre chose que l'aspect financier, ouais, c'est clair. C'est ça. Donc on veut pas faire pleurer dans les chaumières, c'est pas l'objectif, mais peut-être rendre plus conscient la difficulté face à laquelle on est, et peut-être aussi auprès des artistes drag que l'on book, parce que les artistes drag que l'on book peuvent ne pas avoir conscience de ça, parce que généralement c'est quelque chose que l'on tait, que l'on garde auprès de nous, et qui ne permet pas aux personnes qui nous entourent sur le niveau artistique et le niveau technique d'en avoir conscience, elles et eux aussi. Ou en tout cas les artistes drag du coup qui n'organisent pas de scène et qui ne veulent pas forcément vivre du drag. C'est ça. Parce que ça aussi, ça a une différence énorme, parce que moi quand j'ai commencé le drag, je comptais pas du tout en faire une activité principale à la base, je faisais juste ça parce que j'aimais bien et parce que je trouvais des scènes et que c'était cool. Et franchement, quand je faisais des scènes ouvertes au début et qu'on me sortait un billet de 20 à la fin, ou qu'on me sortait 20-25 €, ça me faisait trop plaisir. J'étais en mode wow, trop bien, je suis payée en plus de faire un truc qui me plaît, quoi. Et du coup, c'était vraiment que du bonus. Sauf que, en fait, ouais, maintenant, comme il y a, c'est ce que je disais, comme il y a l'aspect travail, métier, vivre de ça, activité principale qui se rajoute, du coup, il y a, comme je disais, l'aspect financier qui se rajoute. Et franchement, maintenant, si je me sors 25 balles à la fin d'un show, surtout quand c'est un show que j'ai organisé, franchement, ça me fait vraiment mal. Vraiment, ça pique de ouf, parce que,
c'est beaucoup d'investissement personnel. En plus, c'est un travail justement d'investissement personnel en fait, où du coup tu te dis ça fait 1 mois et demi que j'organise ce show là et la seule rémunération scénique que j'en sors c'est un bon resto, c'est 25 €, ouais c'est ça, c'est un bon resto, ou pour ma part dans mon budget 1 semaine de course, voilà. Donc 1 semaine de nourriture quoi, donc c'est pas beau, c'est short quoi. Si on doit parler un petit peu solution, en tout cas piste, moi de mon côté, ce que on en a parlé aussi avant, et ce brainstorming est super intéressant toujours. De mon côté, le choix que je fais, c'est d'inviter moins de personnes sur scène. Ce qui est un crève-cœur, parce qu'on a toujours envie, en tout cas c'est vraiment le cas sur les transgressives, de donner la place à des personnes qui ne l'ont pas forcément ailleurs, de visibiliser des personnes, encore une fois, de donner l'occasion de performer, ce qui n'est pas forcément le cas, on l'a dit, des personnes drag king et drag queer qui n'en ont pas forcément l'occasion. Donc je sais que en faisant ça, en n'invitant qu'une personne drag, ou queer d'ailleurs, parce que je veux aussi ouvrir aux personnes queer qui ont encore moins de possibilités de monter sur scène que les personnes drag, en fait je vais drastiquement, sans mauvais jeu de mots, baisser les opportunités que je pouvais offrir jusque là, mais je ne vois pas comment maintenir un cachet à 50 € et poursuivre et donc rémunérer mes techniciennes et techniciens son lumière et photographes, et plus de drague, c'est juste pas possible si je veux pouvoir m'y retrouver un minimum. Donc voilà, moi, la décision que j'ai prise pour le moment. Encore une fois, on est sur des brainstorms, on est sur des... C'est un peu des questionnements incessants aussi. Exactement, qu'on remet en question tout le temps. C'est ça, et qu'on réajuste et reparamètre et réévalue tout le temps. À chaque fois, parce que tu vas peut-être essayer cette solution-là pour un show, et en fait tu vas dire ah non, en fait non. Ça marchera pas. Et rebelote pour changer de fonctionnement pour un prochain, quoi. C'est ça. Donc effectivement, là, à court terme, c'est ce dans quoi je souhaite aller. Et en mettant effectivement des prix d'entrée qui seront des prix conseillés plus élevés que ce que je faisais jusque-là, parce que j'étais sur des prix conseillés qui étaient des prix de base, donc plutôt autour des 7-8 €, avec un prix solidaire à 5 €. Là, effectivement, je vais, je pense, investiguer sur les prix de troupes de théâtre et de spectacles classiques pour m'aligner, parce que j'estime qu'il n'y a pas de raison qu'on se rémunère en deçà, tout en laissant du coup un tarif libre et du coup une possibilité d'être en dessous, mais au moins de conscientiser le public sur un tarif qui est celui classique d'un spectacle quand on y va. Ouais, après moi ce que j'ai fait, c'est aussi beaucoup m'aligner sur les autres drag shows plutôt, parce que en fait il y a aussi, je trouve, beaucoup justement ce truc où, comme je disais tout à l'heure, aller au théâtre ça coûte cher, et du coup il y a beaucoup de public de la communauté queer, de la communauté drag qui va pas forcément au théâtre et qui justement se permet d'aller à des drag shows parce que ça coûte moins cher. Donc ouais, il y a aussi ce truc avec lequel jongler, et il y a aussi ce truc de... Enfin, c'est pas péjoratif ou quoi, c'est sans jugement, mais c'est un peu factuel, on va dire, mais ce truc de professionnalisme qu'il y a dans le fait que quand tu vas au théâtre, tu vois des personnes, des troupes de théâtre ou des comédiens, comédiennes, ou des chanteurs, chanteuses, etc., qui sont professionnels, qui sont formés dans le milieu, etc. Enfin, moi par exemple, je suis formée à la scène à la base, et ça aussi, c'est des questionnements qui sont hyper complexes, parce que du coup, dans le drag, surtout quand c'est des drag shows de baby drag, souvent le niveau est pas forcément aussi élevé que des drags qui font du drag depuis 10 ans. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est normal quand t'as pas la même expérience scénique, tu peux pas forcément être au même niveau. Enfin, c'est, comme je disais, c'est pas du tout un jugement de valeur, c'est normal. Enfin, c'est... Moins tu performes, moins tu as d'occasion de t'entraîner, et moins tu as d'occasion de t'entraîner, moins t'as d'occasion de te perfectionniser, forcément. Et du coup, t'as aussi ce truc de se dire... comme le drag est pas un métier reconnu à part entière, comme c'est pas un domaine
qu'on imagine justement comme un domaine professionnel et qu'on associe ça plus à de l'amateur et puis surtout justement tu fais ça à côté d'un taf plus classique. Bah du coup il y a peut-être aussi ce truc de t'as pas envie de payer, enfin t'as pas envie, ou j'en sais rien, mais c'est une question que je me pose de est-ce que le public a envie de mettre plus de 10 balles dans des drag shows où t'as des gens qui vont entre guillemets juste faire un lip sync entre guillemets, alors que justement si tu mets 15 balles tu peux aller voir une pièce de théâtre entière d'1h30 de personnes qui se défoncent sur scène. Donc t'as aussi, enfin moi c'est aussi parce que j'ai la double vision des deux milieux où du coup j'arrive pas à savoir où est la limite entre justement la différence entre le théâtre et entre le drag show, parce que le drag show ça reste de la performance scénique, ça reste justement pour la plupart on a ce truc on a un personnage, on incarne quelque chose, des fois même il y a des personnes qui font du texte sur scène, etc., comme justement on pourrait retrouver sur scène, sur scène au théâtre, enfin c'est tellement de choc de culture on va dire et de mélange d'art que du coup j'arrive pas à savoir justement s'il y a ce truc Enfin, c'est ce que je suis d'accord avec toi quand tu disais tout à l'heure, il n'y a rien qui justifie qu'on devrait moins se payer, qu'on devrait qu'on devrait se brader et se sous-évaluer, mais en même temps, sur quelle base on se pose ? Est-ce que justement la solution c'est de se baser sur les théâtres, comme tu dis, les spectacles plus classiques, ou de se baser sur nos tarifs à nous, nos propres tarifs à nous, sachant qu'en plus, même ça a évolué, hein, parce que, pardon, quand j'ai commencé le drag il y a 2 ans, aucun drag show que je connaissais n'avait un prix minimum. C'était que du tips, c'était que de la rémunération au chapeau. Il y a eu Drag Race France, etc. Machin, je pense que ça a joué aussi, mais il y a eu beaucoup de personnes qui du coup veulent se professionnaliser dans le drag. Et maintenant, du coup, en tout cas à Lyon, la majorité des drag shows, c'est plus du tout au tips ou au chapeau, et même les entrées libres n'existent plus tant que ça, parce que maintenant c'est souvent minimum 6€, minimum 7€, voire des fois minimum 8€. Et du coup moi je me suis alignée sur ça aussi, parce que t'as ce truc où si c'est devenu la norme, si la majorité des drag shows c'est ça, le public viendra quand même, puisque de toute façon c'est la majorité. Par contre si tous les drag shows sont à 7€ minimum et que d'un coup il y a des drag shows qui sont à 15 balles, qu'est-ce qui va faire que le public il va venir plutôt mettre 15 balles dans ton drag show que aller voir un qui coûte entre guillemets moins cher. Encore une fois, il y a tous ces questionnements-là qui... Et du coup, là, vous avez en face de vous 2 modes de fonctionnement différents. L'un qui est au prix libre, donc vraiment, de mon côté, toute rémunération, enfin, tout tarif donné, tout argent donné est OK, peu importe lequel. Mais avec un prix conseillé qui va être un peu plus élevé, quoique ton prix conseillé du coup est aussi... Mon prix minimum est à 7€, mon prix conseillé est à 10-12€ en général, ça. Et le prix soutien est à plus dans les 15€, quoi. C'est ça. Donc vous avez là deux possibilités, deux façons de fonctionner. Alors il y en a plein d'autres, hein, mais aujourd'hui vous en avez 2. Qui sont le prix libre avec un tarif conseillé peut-être un petit peu plus élevé. Et encore, je pense que si j'investigue sur c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, sur les troupes de théâtre, etc., on sera dans les eaux de 12€. Et une personne qui fait du tarif ferme, entre guillemets, pas libre, mais qui met un tarif solidaire, donc le prix minimum, en dessous. À 7€, tu disais ? Pareil, ça a évolué, mais j'ai l'impression, l'année dernière c'était pas mal 6€, et j'ai l'impression que chaque année c'est un peu comme l'inflation, chaque année ça grandit un peu. L'année dernière c'était plus 6€, et maintenant le plus souvent que je vois c'est 7€, voire ça commence à partir sur de 8€. Ouais. Moi j'avoue que je suis pas forcément à l'aise de mettre un prix minimum à 6€, 7€, parce que j'estime qu'on enlève une certaine inclusion, une certaine tranche de la population qui est extrêmement précaire. Donc je préfère effectivement, de mon côté, je suis plus à l'aise, mais c'est toujours extrêmement subjectif et pas simple. De toute façon, oui, tout est une question de choix, dans quoi tu te positionnes ou quoi. Et en fait, je suis à l'aise avec rien. Oui, en fait, c'est ça, au final, de toute façon, on est à l'aise avec rien. C'est ça, c'est avec lequel je suis le plus à l'aise, mais encore une fois, on est quand même dans un certain inconfort dès qu'on parle de rémunération sur les drag shows. Ouais, moi c'est par exemple, tu parlais d'être à l'aise ou pas, moi je suis pas hyper à l'aise non plus de mettre un minimum à 7€, et en même temps je suis tellement
angoissée et stressée de pas pouvoir rémunérer mes artistes comme il faut, que justement comme ce minimum, même si encore une fois ça dépend du nombre du public, machin, etc., ce minimum il garantit quand même justement un petit matelas de sécurité de rémunération. Et en fait du coup moi j'ai pris un peu ce parti pris de faire prévaloir les artistes que j'invite et leur rémunération plutôt que la précarité du public. Parce que je suis du côté des deux, en vrai je suis bien aussi sûr. Public, mais je suis plus du côté artiste, et du coup je sais ce que c'est justement que d'investir beaucoup d'argent dans du make-up, des tenues, des machins, et je préfère garantir un minimum de rémunération à mes artistes plutôt que de garantir qu'il y ait le plus de public qui vienne. Et encore une fois, on dépend complètement du public, donc pareil, ça reste un truc où ça... Pareil, je suis jamais à l'aise en fait avec toutes les solutions que j'ai testées, j'ai toujours... tu marches sur des œufs constamment. Mais pour l'instant, en tout cas pour mes cabarets, après c'est parce que aussi c'est les soirées que j'organise qui me prennent le plus de temps justement d'organisation, de gestion, etc. Donc c'est celle où j'ai le plus envie d'avoir une rémunération la plus ok possible pour tout le monde. Mais du coup, pour ça en tout cas, j'ai pris cette décision-là justement de me ranger du côté des artistes plutôt que du côté du public, quoi. Avant d'aller sur la conclusion, il y a deux choses que je tiens à dire du coup. C'est déjà toute personne drague qui monte des scènes, si vous avez des retours d'expérience à nous donner, je pense qu'on est vraiment très preneuse. Et puis bookez-nous, hein. C'est pas parce qu'on crée nos propres scènes, on le disait un peu tout à l'heure en off, c'est pas parce qu'on crée nos propres scènes qu'on n'est pas hyper enthousiaste de pouvoir performer pour d'autres personnes, au contraire. J'allais dire au contraire même, parce que justement on se dit trop bien, je vais pouvoir venir faire ce qui me plaît sans avoir tout le stress justement de l'orga. Tout à fait. Et dans ces cas-là justement on a ce côté d'angoisse et de stress d'organisation qui est plus là, et donc on retrouve plus ce côté plaisir et ce côté passion, c'est ça, des débuts, et je viens, je crée mes petites perfs, j'arrive, je profite du public et je profite de l'ambiance, je donne ce que j'ai à donner sur scène, et c'est trop bien. Il n'y a pas tout ce truc de oh là là, il faut que je négocie avec le lieu, les machins, les horaires, il faut que je gère les bénévoles et tout, enfin il y a tout ça en moins, quoi. Et je parle effectivement des retours d'expérience de personnes drague, mais on est aussi friand de tout retour, même de public, etc., de ce que vous avez expérimenté, ce qui vous a semblé chouette, moins chouette, etc., des incompréhensions peut-être, en tout cas, tout est vraiment bienvenu, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Pour faire la transition, est-ce que tu as des projets en cours ou à venir dont tu voudrais nous parler? Ouais, alors du coup j'ai mon cabaret qui va s'amoindrir, on va dire, mais être moins souvent, qui va changer de récurrence, c'est ça. Qui passe du coup de une fois par mois à une fois tous les 2-3 mois, à voir avec le lieu encore une fois, parce que on n'a pas parlé de toute la partie négociation, mais qui se trouvera où ça aussi, c'est au Boudoir, du coup à côté de Perrache, qui est la prochaine date du coup c'est le 26 septembre, donc c'est bientôt, et j'ai une date aussi en décembre pour faire le cabaret de Noël, mais j'ai oublié la date exacte. Et de toute façon, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, etc., dont on va parler juste après, vous aurez toutes les infos. Ça me fait une transition toute trouvée. Exactement. Sur le fait de où est-ce qu'on te contacte. Alors, pour tout ce qui est du drag, c'est beaucoup sur mon compte Instagram du coup drag, donc brûlant-zizi. Sachant que vous pouvez soit me contacter en DM, même si c'est pas... message privé. Donc. Oui, en message privé, pardon. Et, même si c'est pas pour du booking, même si c'est pour discuter, etc., je check assez souvent mes DM. Et je check, contrairement à d'autres personnes aussi, beaucoup mes invitations en DM. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui oublient que ça existe et du coup qui ont plein de messages qui sont un peu cachés dans cette partie-là. Mais moi, je regarde aussi ça. Donc, c'est-à-dire que même si vous me suivez mais que moi, je vous suis pas en retour, il y a des grandes chances quand même que je vous réponde et que je prenne le temps de discuter avec vous, parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Et il y a pour les bookings, donc soit aussi en DM, soit sinon il y a mon adresse mail qui est directement trouvable avec mon compte, sur ma page d'accueil d'Instagram, je sais pas trop comment on appelle ça, mais la page de mon profil, quoi. Et pour tout ce qui est plus théâtre, acting, etc., mais la même chose, mais sur mon compte du coup pro de théâtre, qui est Lilia, Lilia-Shiban, donc mon nom et mon prénom, Chibane.
Sachant que bien sûr, je vous mettrai toutes les informations en note du podcast pour que vous les retrouviez et que vous n'ayez pas de travail de script. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire assez rapidement, parce qu'on arrive vraiment à la toute fin de notre podcast, comment on travaille avec toi? Qui travaille avec toi? Qui peut te proposer des choses? Comme je disais tout à l'heure, moi je suis beaucoup dans la dynamique d'offrir de la place, de la place scénique en tout cas, et de la possibilité de performer au plus grand nombre. Après, c'est vrai que pour mes cabarets, c'est hyper compliqué parce que j'ai une liste de plein de gens que je veux inviter, mais du coup, ça fait un peu un système, j'aime pas du tout aussi, ça me met mal à l'aise de faire ce système-là, mais il n'y a pas trop de choix, mais un peu un système de liste d'attente. C'est-à-dire que quand je fais un show, j'invite les personnes qui sont au début de la liste, et puis après, ça fait remonter les autres, et ainsi de suite. Et en fait, il y a toujours des gens qui se rajoutent, parce qu'il y a toujours des gens qui m'envoient des messages en mode hey, je peux participer à ton cabaret, du coup, je me note sur ma petite liste, quoi. Mais c'est aussi pour ça que j'aimerais bien faire des drag shows un peu plus chill, un peu plus en mode scène ouverte, justement, où il y a genre un petit blind test ou un petit karaoké ou un petit truc un peu sympa, histoire d'animer un peu la soirée, et un peu plus de place aussi pour des débutants ou débutantes, des baby drag qui trouvent pas de scène ailleurs, parce que je trouve ça hyper important aussi de donner leur chance à ces personnes-là. Okay. Voilà. Et plus largement, je pense que je me trompe pas si je dis que tu peux travailler à peu près avec tout le monde. C'est-à-dire que quelqu'un qui pense à toi pour un projet, etc. Ah oui, grave. Peu importe ce qu'il a à proposer, t'es en tout cas vraiment intéressée d'entendre parler du projet et de voir avec la personne. C'est ça, ouais. En plus, je suis assez hétéroclite, on va dire, dans mon travail. C'est-à-dire que j'aime bien tester plein de choses. J'aime bien faire plein de choses différentes. Enfin, rien que dans mon drag, je pense que ça se voit au fur et à mesure de mes drag shows, mais genre... Vraiment, je fais plein de choses différentes, même en termes d'esthétique, je teste plein de trucs, etc. Je suis pas du tout enfermée dans une case d'un style particulier. Donc ouais, au contraire, moi, plus on me propose de choses un peu différentes et qui me permettent justement d'aller me dépasser un peu et d'aller au-delà de ce que moi de ce que moi je connais, moi ça me va trop bien, de ouf. Ok, donc n'hésitez pas à contacter Lilia, que ce soit dans Exactement. le drag ou hors drag, ouais. Est-ce que tu aurais une recommandation à nous faire? Ah putain, c'est vrai, j'avais oublié de penser à ça. Ah mince, une recommandation. Alors, ce sera peut-être pas une recommandation précise, on va dire, mais ça va être... Ok, on va faire un mélange entre conclusion-ouverture, solution à tout ce dont on vient de parler. Mais c'était en fait c'est un texte que j'avais écrit et que j'avais performé sur scène à un moment donné, justement au début de toutes ces réflexions que j'avais sur la précarité, l'argent, dans une communauté précaire, etc. Et du coup, je faisais une petite conclusion où je parlais au public en leur disant, de toute façon, le public, c'est pas de votre faute, jamais on vous demandera de donner plus que ce que vous pouvez, et jamais on vous demandera de vous précariser pour nous, même si à l'inverse, nous, on a tendance un peu à se précariser, comme on l'a dit, pour correspondre au public. Mais par contre, en tant que public, il y a plein justement de façons de soutenir des artistes et de soutenir, même si c'est financièrement ou pas, en fait. C'est vraiment, il y a plein de solutions différentes, même si ça révolutionne pas tout et que ça solutionne pas entièrement le problème. Mais rien que déjà, si vous n'avez pas d'argent, mais que vous avez du temps, et que vous voulez quand même voir des drag shows, juste être bénévole, tout simplement. Ça permet du coup d'assister au show, ça permet de donner de son temps et d'assister quelqu'un et de se sentir utile et de participer, mais du coup sans avoir à payer. Donc ça déjà, vraiment, c'est le banger de ouf. Moi, je suis souvent bénévole justement pour des potes drag ou quoi, ou même pour dans des cafés, enfin genre j'ai pas mal été bénévole au Croiseur avec le Club des Incs, au Café Rosa, etc. Donc juste... J'ai du temps à donner des fois, donc j'en profite pour le donner aux personnes qui ont besoin. Pour ce qui est plus de l'aspect financier, si vous avez justement des problèmes de précarisation, etc., c'est bien aussi une des solutions, ça peut être de sélectionner les drag shows qu'on veut aller voir et sélectionner les artistes qu'on veut soutenir. C'est pour ça que je dis c'est une recommandation sans en être une, parce que c'est pas une recommandation précise, c'est vraiment vous avez le choix de savoir qui est-ce que vous voulez soutenir. Mais si vous avez des artistes drag que vous admirez, dont vous aimez le travail, que vous aimez ce qu'elles font sur scène, et que vous voulez justement donner votre argent à ces personnes-là et rémunérer justement ces personnes-là, allez à leur show. J'ai mon téléphone qui... c'est l'heure en fait, ouais.
C'est mon réveil, mais pourtant, il était en silencieux. Donc voilà, et aussi, en plus de sélectionner les artistes, donc sélectionner les drag shows, par exemple, si vous savez que ce mois-ci, ça va être peut-être un peu plus compliqué financièrement, et ben plutôt que d'aller voir 3 drag shows comme le mois dernier, et par exemple, vous auriez mis 5 € dans chaque drag show, là, vous mettez 15 € dans un seul. Et du coup, vous mettez 15 € directement à des artistes que vous voulez soutenir aussi. Donc c'est une manière de soutenir les artistes, en fait, au même titre que si vous avez des illustrateurs ou illustratrices que vous aimez bien, vous allez acheter un print de cette personne, y mettre 15-20 balles une fois, parce que ça fait pareil un coût, mais au moins vous allez dire, cet argent-là, je choisis aussi, c'est, on va dire, un pouvoir en fait c'est aussi un acte politique aussi. C'est ça, c'est un acte politique, c'est un pouvoir que vous pouvez prendre en tant que public, de dire, ok, cet argent-là, je le donne à cette personne. Voilà. Donc du coup, c'est pas une recommandation dans le sens cette personne est super, mais c'est une recommandation dans le sens si vous avez des personnes où vous vous dites cette personne est super, et franchement foncez à ces shows, et ou même si vous voulez juste comme je disais être bénévole ou quoi, ça fera toujours plaisir, et on a toujours besoin de bénévoles ou de public, parce que sans bénévoles, sans public, on n'a pas d'événement concrètement. Donc voilà. Moi, ce que je retiens surtout, effectivement, c'est qu'on peut donner de l'argent, mais on peut donner de son temps. Donc, n'hésitez pas à être effectivement bénévole. C'est une super solution pour être gratuitement dans des shows que vous n'auriez pas forcément les moyens de vous payer. Nous, on en a besoin, c'est extrêmement précieux, les bénévoles. Et vous serez vraiment bien accueillis dans nos cercles, en tout cas, et dans la plupart des drag shows aussi. Et puis une autre façon de soutenir quand on est précaire, c'est aussi de partager nos profils, de partager de parler autour de vous, de nos shows, de qui on est, de notre art, de notre drag, de partager tous vos potes à nos soirées aussi, parce que du coup, plutôt que de venir seul, ça se trouve vous venez à 6 et du coup c'est trop bien. Amenez vos potes, partagez nos comptes Insta, parce que c'est vraiment nos outils de travail, les comptes Insta. C'est notre vitrine en fait. Exactement. C'est la façon dont vous allez pouvoir nous suivre et du coup voir les prochains événements, les prochaines actus, etc. Voilà, n'hésitez pas à nous soutenir, même si on ne parle pas financièrement, et même nous envoyer un petit message de temps en temps pour nous dire que vous avez apprécié ce que vous avez vu, rencontré, etc. C'est toujours des choses qui nous font énormément de bien, et notamment en termes de santé mentale. J'allais dire, ça c'est la façon de faire du bien au moral du coup. C'est ça, exactement. On parlait de précarité mentale, là vous pouvez prendre soin de notre précarité mentale sans y mettre des sous. Donc je trouve que c'est un très beau mot de la fin, de pouvoir dire il n'y a pas besoin d'être forcément dans un soutien financier, il peut y avoir aussi un soutien qui soit du temps et un soutien de l'attention. humain en fait, finalement. Voilà, tout à fait. Et écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci de m'avoir fait... de m'avoir donné l'occasion de participer et de m'avoir écouté parler. Avec beaucoup plaisir, parler, mais... c'est le but, t'es là pour ça. Merci beaucoup, c'était un sujet qui me tenait aussi beaucoup à cœur, donc je suis très, très contente de pouvoir d'avoir pu le découvrir et l'articuler un peu avec toi aussi vite dans le podcast. Carrément, avec plaisir, plaisir partagé aussi de mon côté. Parfait. Et j'espère que ça va justement un peu plus parler aux gens et que les auditeuristes vont un peu prendre conscience justement des dessous d'un drag show, parce que c'est vrai qu'en tant que public on n'a que ce qu'on voit sous les yeux à l'instant T, mais tout le derrière c'est un peu plus éclectique, on va dire, c'est ça. donc ouais, c'est cool de pouvoir parler de ce genre de trucs. Super, merci beaucoup encore et à très vite. Au revoir, à plus tard. Au revoir. Merci à toi pour ton écoute. Je souhaite profiter de cette fin d'épisode pour pouvoir te dire que nous avons oublié, quand nous avons parlé de la définition des personnes sexisées, d'inclure les personnes intersexes. Voilà qui est fait. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le liker et t'abonner au podcast pour être informé de ceux à venir. N'hésite pas à m'envoyer tes retours, tes avis, des sujets sur lesquels tu aimerais intervenir ou encore, pourquoi pas, un projet que tu aimerais que l'on mène ensemble. Tu peux le faire sur Instagram à genderfluid. Je te mets toutes mes informations et celles de Lilia dans la note du podcast. N'hésite pas non plus à envoyer cet épisode
à cette personne de ton entourage dont tu sais qu'elle pourrait y tomber la tête la première. Je remercie à nouveau Lilia de s'être prêtée au jeu pour cet épisode du Transistor. Un grand merci aussi à Savon pour son aide précieuse pour la création de cette émission et à Adam pour son design. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode et en attendant, je t'adresse toute ma douceur.